Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Interséance, un podcast où on débat, réfléchit et partage autour d'un film qui nous a marqué en salle. Et la fin d'année se rapproche déjà très vite. Il sera bientôt l'heure de réfléchir chacun à notre top film de 2024. Mais nous avançons pas trop vite car rien n'est encore joué. Il reste beaucoup de films qui peuvent créer la surprise. Oh, bah tiens justement, cette semaine sort deux films très attendu. L'un n'est rien de moins que le gagnant de la Palme d'Or Anora, réalisé par Sean Baker avec la jeune star montante Mickey Madison. Et l'autre, le prix du scénario qui a fait l'effet d'un tremblement de terre auprès de la critique et du public, The Substance, réalisé par Coralie Farja avec Demi Moore et Margaret Qualley. Et peut-être qu'un grand film se cache parmi ces deux challengers. Bonjour tout le monde, salut Léa. Salut Maxime, salut Axel, salut Olivier. Peut-être tu m'as spoilé. Tu m'as spoilé les films. Bonjour les gars. Bon, ça va? Comment ça va Léa? Bah ça va très bien, merci. On est dimanche et il n'y a personne à Paris, c'est trop génial. Wow, je suis parfaitement d'accord. Ouais. J'étais en train de me balader dans les rues de Paris, j'ai pas vu une seule personne, ça faisait tellement de bien. Ouais. Non mais les Parisiens, dès qu'ils ont un jour férié, ça y est, ils se barrent quoi. Donc, ouais. Mais pourquoi nous? Pourquoi on s'est pourquoi on s'est réunis du coup là, un dimanche matin? Non, mais c'est vrai qu'en arrivant, cependant, là on est dans un beau quartier parisien, mais en arrivant, il n'y avait personne dans les rues. Voilà. C'est très vrai. On dirait le Covid. Oui, précisément. Ouais, exactement, c'est ça. Mais du coup, attends, peut-être parce que les gens genre ils dorment, tu sais. C'est peut-être parce qu'il est genre 10h du matin et que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est vrai, mais peut-être pas le dimanche. Je suis un peu de droite. Demandez à Elon Musk. Hein. Oh, putain, allez, ça part là. Oh, merde. Oh, allez, reparlons de lutte des classes. Du coup. Bon, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui? Parce qu'on a quand même deux gros sujets qu'il va falloir qu'on traite. Quand même deux films très liés qu'on attendait beaucoup. Enfin, qu'on attendait beaucoup, qui avaient déjà beaucoup de réputation. Et on va avoir beaucoup de choses à en dire. Deux films quand même qui se répondent beaucoup. Du coup, moi, je suis assez impatient d'en parler parce que les deux films m'ont beaucoup passionné. Du coup, je suis content. Voilà, je suis content d'être avec vous, de partager ce moment. Voilà. Moi aussi. C'est réciproque, Maxime. C'est réciproque. Allez. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite piqûre de rappel, Interséance est un podcast qui spoil. Donc si vous n'avez pas vu les deux films, vous voilà prévenus. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Spotify ainsi que sur notre chaîne YouTube pour rester au courant de nos actualités. Et sur ce, place au film avec pour commencer l'histoire d'Elizabeth Sparkle. Alors c'est parti pour The Substance, bande-annonce. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. L'histoire d'Elizabeth Sparkle, la vedette d'une émission d'aérobic qui est virée le jour de ses 50 ans par son patron à cause de son âge jugé trop élevé. Le moral au plus bas, elle reçoit une proposition inattendue, celle d'un mystérieux laboratoire lui proposant une substance miraculeuse. Si elle se l'injecte, elle deviendra la meilleure version d'elle-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite, grâce à une modification cellulaire de son ADN. Alors, parlons enfin de The Substance. Enfin, parce que bon, ça fait quand même au moins 2 mois, 3 mois, qu'est-ce que je raconte encore plus, qu'on a eu les critiques de Cannes qui ont vraiment été assez dithyrambiques sur le film, qui l'ont vraiment créé le petit événement dans l'événement du festival de Cannes, et qui a provoqué la surprise qu'on n'attendait pas tellement. Vraiment, moi, je sais pas pour vous, mais j'entends que des dingueries sur ce film depuis qu'il est passé à Cannes. Et donc, je l'attendais beaucoup. Quelqu'un veut-il commencer du coup avec son rapport au film et puis un premier avis assez bref pour commencer? Je pense qu'il est difficile de ne pas être dithyrambique sur ce film. C'est un film qui est viscéral, choquant, inoubliable et fait avec énormément de talent. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de défauts, je dirais. On peut en revenir plus tard. Mais ce qui est absolument certain, c'est que c'est un film qui va te prendre aux tripes et qui est fait par des acteurs et des techniciens qui sont au sommet de leur art. Et donc, je pense que c'est un de ces films où, si tu montres ça à un festival, c'est probablement le plus mémorable. C'est véritablement une expérience palpable
Donc ça m'étonne pas du tout que ça ait eu des revues aussi dingues, aussi démentes. Oui, pareil. Je pense que The Substance, qui n'est que le deuxième film de sa réalisatrice Coralie Farja, est un film complètement scotchant. En tout cas, pour ma part, lorsque j'étais devant le film, je me disais waouh, encore. Enfin, il y a des images qui sont vraiment choquantes, mais au-delà de choquantes parce qu'il y a du body horror. Enfin, on est vraiment frappé par les images et ça reste dans les mémoires. Et au-delà de ça, comme disait Olivier, c'est une expérience de cinéma qui est inoubliable parce que ça te fait vivre une expérience dans ton corps. Et donc, en cela, c'est un film qui est absolument génial, même si effectivement, il y a des défauts dans le film. Il n'est pas parfait et à la limite, ça le rend aussi quelque part, pas plus humain, mais je sais pas comment dire, moins artificiel, parce qu'il est quand même, voilà, aussi un sujet qui est très artificiel. Radical. Voilà. Surtout, ouais, c'est ça. Un film, comme vous l'avez dit, je partage cet avis avec vous. Je me suis pris le film en plein dans la tête et puis j'ai eu du mal à m'en relever. Et clairement, comme très bien dit Léa, c'est un film qui est très radical dans sa proposition, qui va ne vraiment pas hésiter à aller dans des extrêmes, aller dans un extrême de gore, dans un extrême de burlesque, presque un extrême d'humour à des moments, dans un extrême de mise en scène. C'est un film où tu peux en ressortir vraiment avec 5 niveaux d'interprétation. Pour moi, c'est souvent ça un signe de film qui me marque le plus et que je dis d'appeler dans ma cinéphilie personnelle des grands films. C'est vraiment où je peux mettre 5 lunettes différentes et voir le film de 5 façons différentes et de pouvoir réinterpréter ces différentes choses et à chaque fois, à chaque secteur, que ce soit en termes d'image, comme tu as dit Olivier, en termes de technique, en termes justement de rythme, en termes de rythme dramatique, même de scénario et puis de mise en scène, c'est à chaque fois assez brillant. Et outre tout ce qu'on pourra y penser, ce qu'on va développer, j'ai très hâte d'en parler avec vous, ça reste quand même quelque chose sur lequel on peut tomber d'accord, c'est clairement un grand film quand même. Non, c'est vrai qu'on a beaucoup axé là, tous vos retours autour du ressenti et de la claque. On a dit, on t'a entendu, me suis pris en plein dans la gueule, j'ai pris une claque et je pense que c'est le mot le plus pertinent parce que moi aussi j'ai pris une claque. Je résumerai le film en 3 mots. Claque, sang et son. Bordel de merde. Parce que moi qui pensais que c'était un défaut de la salle, je me dis, ils ont dû mettre le son trop fort, ils ont dû attendre plus de spectateurs que prévu. Et en fait, non, tout le monde se plaint un petit peu du son. Mais le mec, en fait, le film est très honnête là-dessus, quoi. Il va dire, il est là pour t'en mettre plein la gueule et aussi plein les oreilles. Donc, dans le sens le plus global du terme. Et je trouve que c'est très vrai. Je trouve que c'est un film techniquement très réussi, qui prouve aussi la maîtrise en termes de mise en scène de sa réalisatrice. Indéniablement. Seulement son second film. Et je pense que c'est à la fois le meilleur point du film. Je pense que c'est son plus grand atout, c'est sa mise en scène. Et aussi, une part, son scénario que j'apprécie, même si on peut légitimement se dire « Ah tiens, meilleur prix, le prix du scénario à Cannes. Peut-être pas celui-ci. Peut-être on aurait pu lui donner la mise en scène plus tôt. Mais bon, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Mais moi, effectivement, logiquement, je me serais dit ce film aurait dû avoir la mise en scène. Et parce que autour de son scénario, j'ai cru naïvement me dire tiens, je sais où il va m'emmener. Ouais. Je sais où le film va m'emmener. Et il arrive à faire un choix relativement subtil autour de la deuxième partie du deuxième acte que je trouve très, très intéressant. Et qui, du coup, à partir de là, m'emporte encore plus. Déjà que le début, je commençais vraiment à beaucoup l'aimer. Cette deuxième partie-là commence à vraiment m'emporter. Il me tient sur tout le film. Je peux avoir des réserves sur la fin, on en parlera après. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un film qui m'a marqué et qui me restera. Ça, on peut tous être d'accord. J'en profite maintenant qu'on a vous voyez tous qu'on a beaucoup aimé, même si on a beaucoup de choses à en redire. Je rappelle juste un petit peu le principe du film parce que c'est vraiment un film qui a du coup merde, j'ai oublié le mot. Comment on appelle ça? C'est un film qui a un high concept. Voilà, c'est ça. Un high concept qui est vraiment assez iconique et qui devient tout de suite iconique. Et on en reparlera, mais à mon avis, il a de grandes chances. C'est pour ça que le film a de grandes chances de devenir culte. C'est vraiment parce qu'il a un high concept qui est extrêmement simple et qui est très facile. Mais il faut quand même le rappeler un petit peu comment il fonctionne dans le film parce que moi, j'avais pas compris avant d'aller voir le film. C'est-à-dire que Demi Moore, Demi Moore, en fait, va recevoir du coup, un colis. Dans ce colis, elle va recevoir la substance qui va lui permettre de dédoubler ses cellules et de créer un double d'elle-même. Donc, joué par Margaret Qualley. Et pour l'entretien de ces deux personnalités,
de ces deux, on va en parler après, mais de ces deux corps, et ben elles doivent switcher une semaine sur deux. Pendant une semaine, Demi Moore sera à Demi Moore et elle va à travers un appareil relativement simple, hein, on dirait une seringue que tu achètes à 2,50 € sur Amazon, quand même switcher du coup dans le corps de Margaret Qualley. Et comme ça, sa conscience du coup se balade entre les deux et pendant une semaine, du coup, elle doit absolument switcher tous les 7 jours, sinon le corps qu'elle incarne dépérit. Et c'est un petit peu ça, donc, le principe de base. Et la phrase, du coup, clé du film qui est amenée autour de cette boîte qu'elle reçoit, du coup, c'est vraiment ne vous séparez pas, vous n'êtes qu'une. C'est tout l'intérêt, c'est il ne faut absolument pas rester dans un corps, dans l'un des deux corps, il faut vraiment switcher, il ne faut pas essayer du coup que l'une des deux personnalités ou l'une des deux corps prenne la place sur l'autre. Et c'est donc ça tout l'essentiel du film. Vous vous doutez bien qu'on est dans un film, il y a un scénario et du coup ça ne va pas se passer comme prévu et c'est ça qui nous fait kiffer. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça va aller loin. Qu'est-ce que ça va aller loin. Et comme tu l'as dit, Axel, c'est vrai que c'est peut-être pas le scénario sa plus grande force. Parce que finalement, il est assez classique dans sa narration. C'est du Campbell assez strict. Oui, je sais pas si on peut aller jusque dans du Campbell, mais je trouve qu'une des forces du film, c'est effectivement son honnêteté vis-à-vis du concept, c'est-à-dire que à partir des problématiques qu'offre son concept, on va aller dans toutes les scènes possibles, dans toutes les situations qu'on peut créer avec ce genre de concept. Et je trouve que c'est une grosse force. Et peut-être qu'en ça a aidé dans le scénario. Et effectivement, il y a aussi de nombreuses scènes servies d'un sous-texte, mais qui est surtout servi par la mise en scène. Donc c'est là encore que je reviens, que je me suis dit, peut-être qu'on aurait pu plutôt lui donner le prix de la mise en scène. Mais son scénario est pour le coup aidé par cette imprévisibilité au niveau de... je pense qu'on peut en parler, de ce qui se passe plus clairement dans le film. Nous spoilons. Ouais. Lorsque intervient ce combat entre les deux personnes qui oublient qu'elles ne font qu'une, c'est là où moi je ne pensais pas qu'on allait arriver dans une confrontation directe entre les deux. Et en ça, effectivement, ça offre un point de scénario que je trouve assez intéressant et qui vient un peu soulever toute la problématique dont, Maxime, je suis sûr tu nous en parleras tout à l'heure, mais la problématique politique autour de ce film, quoi, que le film soulève. Jusqu'à où il peut aller, à quel point justement il va étirer le concept pour élaborer énormément dessus. Et donc, vous pensez que le film va vraiment juste au bout dans sa matière? Dans la mesure où, si j'ai bien compris ce qu'on a dit pour l'instant, c'est que la réalisatrice va prendre ce sujet de Campbell et va vraiment le pousser à fond et utiliser sa mise en scène et le scénario pour explorer au plus fond des ténèbres, dans la plus grande profondeur, son sujet. Juste pour que j'ai bien compris. Comme je pense que Olivier rebondit plus sur mon point peut-être que sur le tien, je me permets de rebondir en premier. Effectivement, je ne sais pas si on peut aller dans si je puis dire, la théologie de Campbell. Mais moi, je trouve qu'à partir du concept, on va essayer de traiter toutes les situations possibles qui découlent de ce concept et ce qui découle ensuite des personnages à qui on donne ce concept. Alors, je trouve qu'elle est assez honnête avec ça et qu'elle va relativement loin sur la question. Mais j'aimerais bien avoir ton avis sur tout, Léa, parce que je sais que toi, le film t'a vraiment travaillé au corps et ça, il t'a vraiment beaucoup touché. Et je sais que c'est quelque chose qui t'a beaucoup fait réfléchir. Donc, toi, qu'est-ce que t'en ressors vraiment principalement de ce film? Pour toi, ça parle de quoi, de Substance? Ça parle de beaucoup de choses, mais pas que de body horror et pas que du rapport aux femmes à leur corps. Déjà, premier point, c'est vrai qu'on la rapproche beaucoup de David Cronenberg. Bon, pour rappel, dans l'histoire de l'art, c'est pas le seul à avoir fait du body horror. Ensuite, de Julia Ducournau, mais le film Revenge de Coralie Farja, je sais plus de quand il date, peut-être 2017. Oui. En tout cas, voilà, elle est contemporaine à Coralie Farja et oui, à Julia Ducournau, pardon, lapsus révélateur. Donc, même si effectivement elle puise ses références dans beaucoup de cinéastes, ce qui a été soulevé, je pense que le film a vraiment une vraie proposition qui est totalement originale et en tout cas l'une des choses qui fait que, selon moi, c'est une très grande réalisatrice, un très grand film, c'est que c'est peut-être l'une des premières fois dans l'histoire du cinéma
que l'on pose cette problématique du rapport aux femmes à leur corps. Enfin, ça a été traité dans beaucoup de films, vous allez me dire, mais pas de cette façon-là, pas de façon aussi extrême. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'elle a aussi montré que les femmes avaient un rapport compliqué à leur corps, et ça, c'est vrai dans la vie. Vous allez me dire, les hommes aussi. C'est vrai. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent donc d'anorexie, qui se scarifient ou qui sont obèses, enfin qui ont des troubles alimentaires, enfin des choses comme ça. Et donc au-delà de la question du fait que on impose aux actrices, enfin dans l'univers d'Hollywood, qu'on jette les actrices au-delà de 50 ans à la poubelle, en fait, Hollywood, c'est juste le miroir révélateur de ce qui peut se passer dans notre société. Et le deuxième point que je trouve le plus intéressant du film, c'est que, en fait, c'est une suite de son court-métrage qui s'appelle Reality Plus, qu'elle avait réalisé en 2013. Enfin, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça? Ouais, je ne sais plus. 2013-2014, ouais. Ouais, il a été diffusé par Mubi, qui est donc l'un des distributeurs et coproducteurs du film The Substance. Et donc, c'est une suite, tu dis? Ouais, parce que en fait, dans Reality Plus, là, ça parlait pas tellement de féminisme, mais en tout cas, ça parlait de transhumanisme. Okay. D'où le nom Reality Plus, en fait, qui à mon avis, est inspiré du groupe transhumaniste qui s'appelle Humanity Plus. Je sais plus quels gens il y a, mais c'est un peu des gens des Américains de la Silicon Valley, quoi, qui prétendent que tu pourrais modifier le corps, l'augmenter en trouvant des nouveaux médicaments, en trouvant la façon dont tu pourrais trouver le moyen de ralentir le vieillissement des cellules, enfin, ou toutes sortes de choses encore plus abracadabrantes. Ce qui, ma foi, ne serait pas si mal si on y arrivait vraiment, mais en tout cas, voilà. Et donc, dans Reality Plus, on suit surtout, il me semble, un jeune homme donc qui se regarde dans le miroir et qui effectivement se trouve pas très beau. Je me rappelle plus du nom de l'acteur, mais il est présent dans son film Revenge, qu'elle a réalisé plus tard, son premier long métrage. Et en fait, il arrive à prendre une sorte c'est une drogue, un médicament qui lui permet de se voir, lui, dans le miroir, et les personnes aussi qui prennent cette même drogue d'une autre manière. C'est-à-dire, c'est un beau gosse, quoi. Et donc, il est musclé, il lui manque pas les cheveux, etc. Et il y a des femmes aussi qui prennent cette drogue-là. Tout ça pour dire que, oui, dans le film The Substance, elle a rapporté ça à la question de la femme. Mais il me semble, enfin, je ne sais pas, moi aussi, je trouve que tout le monde parle de body horror, c'est vrai, mais est-ce que c'est pas aussi un film, quelque part, même si ça respecte pas 100% l'école, de science-fiction? C'est totalement un film de science-fiction, et même j'irais encore plus loin et dire que c'est véritablement de l'horreur psychologique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est du body horror, mais le body horror, c'est un passeport pour explorer quelque chose de beaucoup plus interne. Et la réalisatrice a, je pense, touché sur une angoisse qui est presque intolérable. Et c'est l'idée que tu ne peux pas contrôler ta propre descente. C'est que ta valeur est en train de partir, pas littéralement dans cette société, bien évidemment, et ainsi, tu ne peux rien y faire par rapport à ça. Et tu regardes ta vie en train de s'écrouler autour de toi. Et c'est là où l'horreur devient particulièrement poignant, c'est que quand ça touche quelque chose qui est ultra angoissante, qui est universelle et qui est vécue, qui est quelque chose qui est vrai et qui existe. Et là, elle a pris la commercialisation de la beauté féminine, qui est un sujet absolument passionnant. Ça fait en sorte qu'il y a des standards et des pressions intolérables qui existent depuis des milliers d'années. Surtout chez les femmes, je dirais. Chez les hommes, mais encore plus chez les femmes. Et c'est un de ces sortes c'est un cadeau dans la mesure où les modèles, j'avais lu une statistique comme ça où les modèles féminins sont payés 20 fois plus que les mecs, un truc comme ça, où tu as cette beauté féminine qui est sur le marché, c'est des diamants, et ça éclipse quasiment tout le reste, où les gens sont juste obsédés par cette beauté. Mais le moment qu'elle part, et ce crépuscule est inexorable, tout d'un coup, ces femmes sont lâchées par le marché. Et donc, franchement, chapeau pour ça.
parce que ça touche sur un vrai sujet. Malheureusement, je pense qu'ils auraient pu aller beaucoup, beaucoup plus loin par rapport à ça. Elle avait une vision qui était intentionnelle pour son film, qui était de mélanger ce sujet très réel avec un absurdisme, une sorte dans ce film, elle va prendre la réalité et elle va le tordre, et ça va devenir quelque chose qui est qui ne peut pas exister dans la vraie vie. Tout est exagéré, tout est mélo, tout est extrême, tout est radical. Et ce mélange aurait pu marcher, mais je trouve que elle n'a pas réussi. Léa me regarde bizarrement, mais on peut aller dans les détails après, mais j'ai déjà pas mal parlé. Oui, j'avais fait des recherches un petit peu sur Internet et j'avais fini par trouver que aux États-Unis, il y a un type qui s'appelle Joshua Zeiner, qui est un transhumaniste qui vend en fait le kit que l'on voit dans le film. En fait, aux États-Unis, il y a des gens qui vendent ce genre de truc. Je sais pas si tu savais. C'est toi. Le gars qui essaye d'échapper à la mort. Ouais, il s'appelle Joshua Zeiner. Je connais pas vraiment. J'ai découvert ça comme ça. J'ai vu un entretien de lui. Ah oui. Oui. Il y a aussi un gars que je connais, il s'appelle Luc Ferry, et il est obsédé par ça. Ah bon? Oui, et il m'en a déjà parlé. J'ai oublié quels sont ces trucs, mais les gens sont, dans la vraie vie, radicalement obsédés par le fait d'essayer d'échapper à la vieillesse. C'est sûr. Mais non. Donc voilà, c'est pour ça que je disais aussi que le film parlait de sujets qui... oulala. C'est pour ça que je disais aussi que le film parlait d'autres sujets que le rapport des femmes à leur corps, et que c'était plus profond que ça, et que c'était presque une question métaphysique liée à bien sûr, mais ce rapport ce rapport au corps est intrinsèquement lié dans le film à ce rapport de la vieillesse. Parce que le rapport au corps, on peut en parler de mille autres manières. Et donc, tu as cet amalgame entre deux différents thèmes, parce que c'est là où vient la tension du film. En revanche, cette tension, je dirais, a été brisée par l'absurdité du film. Et dès le début... Moi, je trouve que c'est sa force, justement. Dès le début, elle l'assume. On voit le nom de la réa de demi-mort. Elisabeth Sparkle. Ouais. Sparkle, ça veut dire briller. C'est pas un vrai surnom. Et tu vois ça et tu te dis, OK, elle est en train de me dire immédiatement que nous ne sommes pas dans le vrai monde. Pas complètement, parce que ce n'est pas un vrai surnom. Une grande actrice qui s'appelle Sparkle. C'est le nom Sparkle qui t'a le plus choqué dans le film par rapport à la réalité? On parle du premier plan. On parle du premier plan. Non, je dis que dès le début... Oui, on n'est pas dans un film réaliste. Dès le début, elle nous dit, on n'est pas dans un film réaliste du tout. On est dans un film de genre. Oui, les deux peuvent... un film de genre peut être réaliste. Le film, pour moi, ça assume quand même. On parle beaucoup, c'est un film d'horreur. On parle beaucoup, c'est un film shock body horror. C'est un film burlesque, c'est un film drôle. C'est un film qui a beaucoup d'humour, je trouve. Et c'est là où je trouve qu'il est extrêmement fort, c'est qu'il arrive à être extrêmement burlesque, drôle, et en même temps être absolument horrible. Et arriver à tenir cette ligne entre deux extrêmes, à ce point, entre cette étrangeté rigolote, ou qui pourrait nous faire rire si on ne voyait pas l'horreur qui est en train de se passer, et l'horreur absolue qui se dégage, et le malaise absolu, et en même temps cette réalisation qui est extrêmement précise, des plans qui sont faits vraiment, qui auraient pu être faits par Fincher à des moments, parce que justement c'est extrêmement millimétré comment les plans sont là, dans leur symétrie, dans leur mouvement, même dans les inserts, dans leur qualité d'image, dans leur étalonnage. Si vous regardez un petit peu, elle en parle un petit peu dans un interview, et tu vois que pareil pour Revenge qui a aussi un étalonnage et des couleurs qui sont assez incroyables, et où ils ont dû utiliser 5 réflecteurs sur le tournage, que c'est vraiment extrêmement clippé, extrêmement studio, et que c'est voulu. Donc c'est tout ce qui est déjà dans Revenge était extrêmement voulu, extrêmement réfléchi. C'est pour ça que c'était déjà un très bon film. Et The Substance, pour moi, met 8 étapes au-dessus, où là tout est encore plus réfléchi, tout est encore plus millimétré. Et après, je peux comprendre qu'on soit pas ce qu'on disait avec Léa au début, c'est extrêmement radical comme proposition. Et c'est vrai que le côté burlesque
qui est amenée dans le film par rapport à un certain aspect, l'univers dans lequel elle est, à l'inverse d'un Fincher, ne va pas le rentrer dans quelque chose de très réaliste, de très sombre. Et moi, je trouve que c'est ça qui crée encore plus de malaise et de terreur. C'est que je suis en absurdistan. Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, au début, ça marche très bien. Il y a une scène, d'ailleurs, Demi-Mort avait dit que c'était la scène qui l'avait la plus terrifiée. C'est lorsque... J'ai oublié son nom. Le mec... Harvey? Ouais, Harvey. D'ailleurs, le gars s'appelle... Weinstein. Ouais, exactement. J'ai pas fait le lien. Ouais, le gars, il s'appelle... j'ai oublié son nom. Bref, en tout cas, Harvey. Dennis Quaid, merci. Dennis Quaid est en train de bouffer des crevettes. Et cette scène-là, qui est complètement surdramatisée, où le gars, il a de la graisse partout sur le visage, tu as des gros plans sur sa bouche, ça marche, je dirais, très bien. C'est parce que là, je peux le comprendre, je comprends son intention. Dans sa totalité, le fait d'essayer de mélanger le burlesque, voire le ridicule, voire le risible, avec un sujet qui quand même est très sérieux, va être un handicap sur plusieurs côtés. De un, ça dilue la crédibilité de ce cauchemar. Il y a des petits points qui sont pardonnables. Le fait que tu as cette substance qui est une des technologies médicales les plus avancées de la planète. Et pour le trouver, il suffit d'appeler un numéro et tu vas dans le ghetto et c'est dans un petit truc, c'est dans un petit bled caché. Bon, c'est pas très grave. C'est comment on va aller trouver les Gremlins dans le film Gremlins, tu vois. Ça n'a aucun sens. Oui. Ça n'a aucun sens. C'est pas très grave. Ça fait, tu te dis, ok, ça c'est un peu étrange, mais c'est pas très grave. En revanche, il y a d'autres éléments. Surtout que ça a du sens. Il y a d'autres éléments. Non, ça n'a pas vraiment de sens. Si, le fait qu'on leur donne ça. Le fait qu'il y ait une société sous la société, surtout à Hollywood, c'est quelque chose qui a été pris dans plein de films. Dans Kubrick avec Eyes Wide Shut, le fait qu'il y ait une société sous la société qui se contrôle et qui s'envoie des messages. Ou alors aussi dans Under the Silver Lake, qui est une grosse référence du film, qui parle justement de les références et puis les messages cachés sous Hollywood. Quelque chose dans lequel tu peux atteindre qui n'a accédé que aux stars et que au star system. Quelque chose peut être sous Hollywood dans Eyes Wide Shut. Dans Eyes Wide Shut, c'est quand même extrêmement sophistiqué. Là, leur truc, c'est un peu un truc comme Eyes Wide Shut, on peut imaginer avec peu de comment on appelle ça, je ne sais pas le terme en français, suspension de la crédulité. Merci. Que un truc comme Eyes Wide Shut pourrait exister. Le truc de substance, l'idée que gratuitement on te donne ce truc et il faut aller dans un bled pourri qui est en fait très facile à y accéder. On se dit pourquoi est-ce que vous allez cacher vos substances dans cet endroit-là? Mais encore, c'était un point où ça m'a pas vraiment dérangé. Ce qui me dérange, ce sont d'autres éléments qui sont où on rentre dans l'absurdité absolue. Comme le poulet. Non, parce que le poulet, ça, c'est une hallucination. Donc c'est pas la même chose. Là, dans la vraie vie, bon, on va faire un spoiler. Celui qui m'a le plus dérangé, c'est quand elle devient le monstre. Et elle va jusqu'à chez elle, elle devient le monstre. C'est comment elle s'appelle? C'est le monstro Elisabeth Lu. Elisa Sue, pardon. Elisa Sue, merci. En fait, c'est une méduse. Right, qui a été... Qui est presque... À la fin, ça devient une méduse. Right, c'est une méduse, ça. Mais à la fin, tu as cette bête qui ressemble énormément à la mouche dans La Mouche de Cronenberg. C'est quasiment le même. Et elle arrive à rentrer dans un studio, à dépasser tous les gardes, toutes les personnes et se trouver sur scène. Et tout le monde a l'air de croire que c'est elle juste parce qu'elle a un masque en papier. Elle arrive à faire ça. Et ensuite, ça tombe et les gens sont choqués. Ce sont des scènes comme ça qui n'ont aucun sens. Pareil, elle arrive à créer... C'est tout ce qu'elles ont, c'est du sens. C'est que sur la fin, tu rentres dans une phase qui devient, je suis d'accord avec toi, complètement ubuesque, complètement burlesque et donc complètement métaphorique. Sur la fin, elle lâche vraiment les vannes et elle rentre vraiment dans ce qu'elle veut raconter et créer une image. Et quand tu regardes sur les 15 dernières minutes, presque chaque plan, c'est une référence à un film, à une œuvre. C'est une réinterprétation d'un récit. Donc là,
Et là, je comprends tout à fait que plein de gens puissent décrocher à ce moment-là parce Oui. qu'on rentre totalement dans un récit métaphorique. Mais moi, justement, je trouve que c'est là où elle nous dit clairement, là, je vous fais du plan avec du sens. Ok. Mais on peut faire encore métaphore. après, c'est vrai qu'encore une fois, là, c'est vraiment aussi du perso sur j'y crois pas. Oui. Mais on peut faire, c'est ça que je dis, c'est que on peut faire métaphore et au moins essayer de le rendre un tout petit peu crédible. Et je crois qu'elle n'en avait pas envie, là. Je crois vraiment pas que c'était son choix. Mais c'est ça le problème, c'est que quand tu parles de quelque chose de si réel, Le film n'est pas réaliste, encore une fois. Mais c'est ça. Tu vas essayer de parler de quelque chose d'aussi réel et tu oublies le réalisme à un point où ça perd en crédibilité. Donc, va y avoir des incohérences comme le fait... Non, mais j'ai compris. Mais je pense qu'on Ouais. on a bien élaboré là-dessus. Mais finalement, voilà, c'est une question plutôt par rapport à l'esthétisme et un rapport à l'esthétisme du film. Non, pas à l'esthétisme. L'esthétisme au sens où moi, L'esthétisme, j'adore. Mon point, ce que je dis, c'est qu'elle rentre dans un esthétisme un film de genre burlesque, drôle, horreur, suspense, science-fiction, et elle va à fond dans ce genre, dans ce style-là, et elle assume vraiment ce côté grand guignol qui peut avoir à des moments, et ce côté ultra horreur. Et moi, du coup, c'est ces moments où, comme un film, comme énormément de films qu'on a tous adorés, qui sont sortis dans les années 80, genre Retour vers le futur, ou alors tout. Je développe un point parce que ça me fait penser à ça. Ce film m'a rendu heureux sur ce point-là précisément. J'avais l'impression que tiens, enfin, il y a une nouvelle licence qui arrive où on pourrait presque, je le vois très bien ce film en faire 5 ou 6 suites dans 10 ans. Je vois très bien ce film revenir. Vous vous rappelez de The Substance? On va faire le 2. Comme on le fait partout aujourd'hui sur plein de licences qui sont sorties il y a 30 ans. Genre, je vois ça sur ce film. J'ai vraiment cette impression qu'il y a tellement un high concept qui est intelligent et qui pourrait nous faire aller un peu partout que ça pourrait marcher. Donc déjà, c'est sa force. Et mon point, c'était que tous ces films qu'on est en train de remaker et qu'on adore aujourd'hui, même les Jurassic Park, Retour vers le futur, The Ghostbusters, tout ce que tu veux, un film par semaine, je sens comme ça depuis 3 ans. Aucun n'est cohérent, enfin aucun n'existe vraiment. Aucun n'est réaliste. Juste le scénario est trop cool. Juste on l'accepte parce que on adore le spectacle qui nous est proposé. Ouais. Et là, moi, du coup, c'est un choix. Moi, c'est mon point. Je trouve que le spectacle est artisanal et l'esthétique est super intéressante et j'ai plein de points à en développer là-dessus. Mais après, voilà, c'est ton rapport à ça. Je veux pas. J'ai déjà beaucoup parlé, et ainsi je vais être laconique, mais néanmoins, il y a une nuance très importante dans ce que je dis. C'est dans la mesure où un film peut totalement être de la science-fiction. Un film peut totalement jouer avec les règles de la réalité. Ça, je suis parfaitement d'accord. Il y a vraiment aucun souci. Je veux juste que ça soit clair pour toi et aussi pour nos milliards de spectateurs. Oui, j'ai bien compris. Que oui, Salut maman. Yeah. Salut maman. Ah non, regarde pas. Merde. Je regarde. Exactement. Mais parce que cette nuance est claire. Hein. Je dis que ça va trop dans le radical. Et j'ai beaucoup d'exemples. Je vais pas les donner maintenant, mais à travers le film, il y a des moments où c'est pas juste une suspension de la réalité, c'est que il y a véritablement une manque de cohérence. Et je trouve juste ça extrêmement dommage parce que je vais vous donner un exemple très rapidement. Après, on change de sujet parce qu'on a beaucoup... Oui, ok. Mais c'est par exemple le transfert de la conscience. On a eu ce débat, et j'ai vu que partout sur Internet, on est en train d'avoir ce débat. Où est-ce que quand Demi-Mort et donc Elisabeth et Sue vont changer de corps, est-ce qu'il y a un transfert de conscience, et ainsi, quand Sue va devenir Elisabeth a tout vécu et ainsi a vécu la vie dessous. Et la plupart des gens disent que non. Qu'il y a plein de moments qui prouvent que pas du tout. Et ainsi, on se dit, mais pourquoi est-ce que Demi-Mort devient Sue? Si elle n'a même pas les souvenirs de ce qui est arrivé, elle n'est pas en train de vivre son expérience. C'est ça aussi, je dirais, le gravamen de cette histoire, c'est qu'il y a véritablement derrière cette très belle esthétique, ces très beaux idées, il y a des manques de cohérence. T'en penses quoi, Léa? Franchement, je sais pas, mais je pense juste que la réalisatrice peut-être ne prend pas au sérieux ce genre de proposition, comme quoi tu pourrais te réincarner par une substance qu'on arriverait
à créer un jour. Donc peut-être c'est, je sais pas. Ça a quand même plus. Pardon, tu voulais dire un truc, Axel? Oui, moi rapidement pour rebondir à la fois sur le point de Léa à l'instant et le point de Olivier, je pense qu'il y a peut-être aussi cette subtilité dans le sens où effectivement il y a une incohérence qui peut paraître flagrante et qui m'a peut-être fait un peu décrocher à ce moment-là du film où on me dit en fait non, en fait ce ne sont pas les deux mêmes personnes. Effectivement, on est rappelé à de nombreuses reprises et par la voix de ce téléphone, non mais n'oubliez pas que vous êtes qu'une. Et peut-être que la subtilité, si on peut trouver un point subtil dans ce film, qui a beaucoup été critiqué pour potentiellement son manque de subtilité, peut-être que la subtilité qu'on peut relever de ce moment-là, c'est qu'effectivement, c'est l'incompatibilité pour ces deux visages que ce même personnage, ces deux regards plutôt qu'elles font sur son corps, c'est l'incompatibilité de coexister. On en parlait en sortant de la séance. Cette vision à la fois de s'assumer, on est une femme âgée et qui avec le temps n'a pas les mêmes caractéristiques que notre version plus jeune, c'est cette impossibilité de coexister, et en soi c'est peut-être pour ça que ça explique cette incohérence en fait ces deux personnes ont les mêmes souvenirs mais en même temps ils semblent découvrir à nouveau leurs propres souvenirs avec cette scène par exemple devant la télé où Demi Moore commence à cuisiner et écoute Sue parler d'elle en fait à la télé, et donc on comprend que mais en fait tu n'as pas vécu ce moment-là, en fait ce que tu es en train de découvrir avec nous spectateurs, ce qu'elle a dit sur ce show télévisé, et on est en train de découvrir, donc tu n'as pas les mêmes souvenirs, et donc peut-être que cette séparation des deux personnes va entre guillemets nourrir cette idée que voilà, ces deux regards sur soi-même n'arrivent pas à coexister dans ce personnage. Mais pour moi, c'est pas les deux mêmes personnes. Déjà parce que Sue n'a pas vécu dans le même corps qu'Elisabeth. Donc, même s'il y a eu une duplication de la conscience, moi, je crois pas au fait qu'on puisse réussir un jour à cloner la conscience et les souvenirs. Mon point était que c'était volontaire. En fait, on peut effectivement, comme toi, partir d'un point de vue très rationnel en se disant non, c'est pas possible, c'est pas les deux mêmes personnes, ce qui est complètement valable. Et moi, je pense que ce questionnement apporté par la réalisatrice dans ce film est volontaire pour montrer que Sue fait un déni de montrer que si on imagine que Elisabeth et Sue sont la même personne, imaginons que ce soit que Elisabeth, que ces deux regards que Elisabeth porte sur elle-même, c'est-à-dire le regard d'elle-même et le regard de Sue, elle n'arrive pas à le faire coexister. Je pense que c'est volontaire. Je sais pas si je suis très clair. Complètement. Moi, c'est un peu la théorie que j'avais aussi en sortant. C'était on en a parlé, effectivement. Ce dont on parlait. Ouais. C'est-à-dire qu'en effet, c'est un point qui est un peu sujet à interprétation, où on ne sait pas. Parce que d'un côté, tu me diras, si jamais il y a deux personnalités, pourquoi les deux n'existent pas dès le début? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a qu'une qui peut exister? Si on a qu'une seule qui peut exister à un seul instant, ça veut bien dire qu'il y a une présence, soit une âme, ou alors une conscience qui est transmise. Sinon, s'il y a vraiment deux personnes... C'est surtout l'énergie qui est transmise. Non, mais il y en a qu'une, je veux dire. Si jamais il y avait deux personnalités dès le début qui étaient créées, elle sortirait de son dos et puis elle vivrait sa vie. Elle n'aurait pas à partager une conscience. Donc il y a bien une essence, une substance qui est partagée. Et c'est là où on arrive. Et en fait, il faudrait que j'élabore un petit peu. Une volonté surtout, selon moi. Exactement, une volonté. Et le film, toute l'entièreté du film ne fait que se questionner sur qui je suis. Qu'est-ce que je suis profondément? Quelle est mon énergie? Quelle est ma substance? Et on peut revenir à la substance d'un point de vue complètement philosophique. À la substance, comme pourrait le dire je vais me couper au montage parce que c'est quoi déjà Pardon, la substance en termes philosophiques par Spinoza, pardon. Spinoza, exactement. La substance dans la philosophie Spinoza, c'est un terme qui existe aussi, qui nous ramène justement à la substance de la vie, à la substance de l'existence, quelle est notre énergie, quelle est notre essence. Donc, le film nous ramène tout le temps à qui je suis et comment je me vois. Ouais, donc à la fin, justement, comment je transfère ça, et à travers juste ce projet de transférer sa conscience, tu te questionnes sur qui je suis vraiment. Mais justement, si tu parles de philosophie, moi je pense que la conscience, elle existe aussi par l'expérience que tu as eue dans ton corps et dans ton expérience du monde. Et ça, tu ne peux pas le transférer jamais. C'est impossible. Mais c'est ça qui est trop bien dans le film. C'est pour ça où je te suis totalement là-dessus sur une idée que développe le film qui est trop intéressante. C'est ma conscience et l'idée que j'ai de moi-même dépend de mon corps. Je dépends de mon corps. Et pour moi, dans ma théorie personnelle sur le film, au départ,
il y a vraiment un transfert de conscience, il y a qu'une seule personnalité. Et je crois vraiment qu'au fur et à mesure qu'elle commence à vivre sa vie en tant que Demi Moore, que Elizabeth Sparker, et en tant que Margaret Qualley, en tant que Sue, et ben justement, elle va avoir un total, une totale dissociation, mais qui s'opère petit à petit. Parce que justement, c'est là où moi, le film a commencé à vraiment m'attraper. C'est qu'au moment où les deux personnalités vont commencer à s'affronter et ne plus avoir de prise sur l'autre. Et en même temps que le personnage principal a un moment envie d'arrêter parce qu'elle se rend compte, pour la faire courte en fait, l'idée trop bien, c'est que pour rester dans le corps de la jeune, elle doit du coup prendre de la substance, c'est-à-dire un peu de l'ADN de la vieille, je fais très caricatural, mais du coup ça fait que la vieille va avoir son corps va dépérir au fur et à mesure et devenir petit à petit monstrueux, et donc ce rapport-là au corps est absolument passionnant. Alors c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que justement peut-être que à mon avis c'est pas le message du film, mais ça veut aussi dire que si on était né je sais pas, dans une autre période, dans un autre moment, en fait, notre personnalité n'aurait pas été la même. Et donc, tu veux dire qu'on est construit socialement ? Voilà, c'est ça. C'est fou, ça. C'est fou, ça. Et donc, qu'il n'y a pas vraiment de substance en soi, chez l'individu. Et le donc, film questionne ça. Là, voilà, qu'est-ce que, par rapport à ça, quel est le message du film, du coup, selon toi ? Ah, par rapport à ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est ? En réalité, tout le long, c'est qu'est-ce qu'on est, c'est comment on se regarde selon le film. Mais après, il développe cette partie-là. Il y a peut-être autre chose. Mais si on veut, pour moi, le regard que l'on porte sur soi, tu veux dire. Est-ce que vous me permettez que je remonte un petit peu plus et le loin. regard des autres aussi. Oui, le regard. Et ben justement, permettez-moi un petit peu d'élaborer juste 2 minutes par rapport à ça, parce que j'ai envie de partir loin pour vous amener où j'ai envie de vous amener, c'est-à-dire à la morgue. Et Coralie Farja, revenons en 2017. Quand elle sort son film Revenge, justement, Revenge et The Substance, pour moi, c'est 2 diptyques qui apportent vraiment quelque chose. Les 2 films ont beaucoup de points communs. Déjà, les 2 ont un très petit... La scène finale aussi, elle est très similaire. Et très similaire. Il y a, pareil, c'est le même dispositif. Il y a un dispositif déjà de mise en scène qui est assez similaire par rapport à déjà plein de plans, par rapport à une esthétique. Mais aussi, dans les 2 films, il y a très peu d'acteurs principaux. C'est souvent 2-3 personnes. Et c'est un cadre souvent assez, non pas huis clos, mais disons dans un espace qui il y a un décor limité. Un décor limité, exactement, c'est ça. Et aussi par rapport au sujet. C'est là où je dis que c'est un diptyque. Le premier film, Revenge, est un film qui parle du male gaze, c'est-à-dire du regard de l'homme sur la femme, ou disons sur le corps de la femme. Et The Substance parle justement du female gaze, c'est-à-dire du regard de la femme sur la femme. Le premier plan de Revenge est très clair là-dessus. On commence littéralement sur le reflet dans les lunettes d'un mec qui s'avérera être l'antagoniste principal à l'héroïne. Et comment est-ce que dans ce film-là, elle va passer de sexualiser un corps de l'héroïne à justement l'iconiser. Et dans The Substance, là, on a du coup le regard de la femme, sur comment est-ce que je me vois et me représente intérieurement. Si je peux me permettre, c'est pas un film male gaze qui serait indépendant et qui serait, construit de manière autonome, qui serait... Dépendant du male gaze. Voilà, dépendant du male gaze. Au contraire, c'est un film male gaze qui est totalement dépendant du male gaze, mais aussi plus loin que ça, du regard... un regard technologique ou un regard médiatique, tu vois, un regard qui dépend des images elles-mêmes. Et d'ailleurs plein de plans sur la caméra tout le long du film, voilà. On revient sur, on va filmer l'objectif. Ça me faisait penser à Nope presque, dans ces D2, l'objectif comme un monstre. T'as tout à fait raison là-dessus. C'est un second sujet dans The Substance. T'as même un plan qui est très similaire dans Nope avec le viseur. Exactement, c'est ça, le reflet. Les reflets des danseuses de l'aérobic dedans. En plus, tout à fait. Donc, en effet, c'est ça qui est intéressant dans The Substance, en plus, c'est qu'il ne dit pas seulement les femmes sont dépendantes du male gaze, le male gaze c'est pas bien, et puis les femmes, les pauvres enfants. Il ne dit pas ça. Il dit vraiment, il y a un male gaze, c'est évident, c'est assumé, tout le monde est au courant, ok. Mais voir comment la clé de voûte que veut présenter Coralie Farja là-dedans, c'est vraiment... Pour renverser cette situation, la clé se situe en vous, le regard que je porte sur moi-même. Le regard que j'ai par rapport à moi-même, du coup, qui va se représenter à travers les 2 personnalités qui vont se développer. Une personnalité...
comment tu représentes un conflit intérieur, littéralement, c'est littéralement ça, entre une personnalité qui va être très belle et qui va du coup complexer de savoir qu'il y a une part d'elle qui a envie de tout foutre en l'air, qui a envie de manger, qui a envie qui se déteste elle-même, et comment justement cette partie plus moche d'elle aussi déteste sa version plus belle. Et donc c'est ça qui est déjà trop intéressant. Tu peux déjà voir le film d'avoir deux lectures en te disant mais qui est le personnage principal de ce film, qui est la vraie Elizabeth Sparkle, est-ce que c'est l'original ou est-ce que c'est Sue, qui est sa copie, exactement, qui est le vrai, qui est l'original. Exactement. Et tu peux te dire vraiment les deux en fait sont encore une fois les deux faces d'une même pièce. Et quel est le principe du film, c'est vous êtes unis, unissez-vous. Et donc c'est pourquoi pour moi la clé de voûte et la réponse que donne le film à ça, c'est le premier et le dernier plan du film. Le premier plan, on est justement sur cette étoile, l'étoile hollywoodienne, où on a Elizabeth Sparkle qui a connu du coup un immense succès, qui ensuite a un succès qui a été petit à petit oublié, comme absolument tous les succès, et qui petit à petit est tombé dans l'oubli, dans l'ombre, et finalement dans l'indifférence absolue. Et tout le long du film, elle essaie de renouveler, de reprendre le sparkle, la lumière, le sparkle, de la le lumière. Sparkle qui est de base quelque chose de complètement éphémère. Oui, mais là, oui, tout à fait, exactement. La lumière finalement est éphémère, exactement. Et elle veut reprendre la lumière jusqu'à ce plan de fin où en effet, telle la méduse, elle va aller se reposer sur son étoile en mode ne m'oubliez pas, aimez-moi. Donc le film. Et elle regarde les étoiles. Et elle regarde les étoiles. Et d'ailleurs, quand j'ai été voir le film en avant-première, comment ça s'appelle comment ça s'appelle je termine juste mon dernier point par rapport à ça et je te le laisse parce que tout ça nous amène vraiment sur l'idée je veux exister, je veux qu'on se souvienne de moi, je veux qu'on m'aime. C'est quoi la réponse du film? La réponse à ça, c'est accepte la mort. Accepte qu'on t'oubliera, accepte que tu finiras, que tout le monde t'oubliera, que tu finiras oublié, que tu vas mourir, que personne ne se souviendra de toi. Accepte-le. C'est ça vraiment la réponse du rapport à soi. Oui, moi je pense. Mais en fait, c'est le transhumanisme, la réponse à notre envie de transcendance. Le transhumanisme qui nous dit, même si il existait une magie, une technologie incroyable qui te permet de transhumanisme, à la fin, on en revient toujours à ça. Accepte ta propre mortalité. Ce qui est la base de la philosophie et de toutes les questions philosophiques et qui amène du coup un meilleur rapport à soi. Et quand tout le long du film, son débat, et puis ça j'ai bientôt fini, son débat, et puis son combat intérieur vient sur je veux briller, je veux m'aimer, j'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin de puissance, j'ai besoin de pouvoir. Donc, le female gaze sur son rapport à soi-même, comment est-ce que tu te dépasses ça avec la phrase du film, c'est vous ne faites qu'une, vous êtes unis dans le fait que vous allez mourir. C'est vraiment ça? Moi, c'est mon interprétation. Pardon, parce que je trouve le concept de amor fati, ça, je suis d'accord. Je dirais pas que c'est la base de la philosophie. Je dirais que c'est un peu plus tard. Parce que... Non, je veux dire que je dis c'est la base, peut-être que je peux le reformuler, mais disons que c'est une question qui revient dans absolument toutes les dans philosophes. C'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur. Non, en effet. Mais le fait de devenir un, comment, c'est quoi le lien avec le fait d'accepter sa propre mort? Pourquoi est-ce que... se rappeler que... D'où vient ce conflit? D'où vient ce conflit? Le conflit vient du fait qu'elle n'arrive pas à accepter sa propre mort, qu'elle n'arrive pas à accepter qu'elle est oubliée, que sa carrière est terminée. Mais et surtout qu'elle est prête à perdre son identité, qui elle est, pour continuer d'exister, alors que finalement ce sera jamais elle, c'est une farce. Ce sera toujours ersatz. C'est ironique. Plus elle avance là-dedans, plus elle devient monstrueuse, jusqu'à la fin où elle crée cette espèce d'entité horrible. Voilà. C'est Dorian Gray. Et le message de la méduse, c'est ça aussi, c'est de dire que pétrifiée. Voilà, la figure de la méduse dans l'histoire de l'art, elle a un peu servi à montrer les femmes de manière horrible. Enfin, c'était une sorte de, comment on appelle ça, une analogie. Mais là, ça veut dire aussi que il faut accepter sa propre mort, sa laideur, sa monstruosité, dans tous les sens du terme. Voilà. Exactement. C'est pour ça que je te rejoins un petit peu. Ouais, enfin moi c'est vraiment comme ça où j'élabore autour du film, et c'est surtout intéressant. Si on revient sur la méduse ou tout ça, le film, et c'est là où il y a une nouvelle lecture qu'on peut apporter au film, une sorte de cinéphile vraiment, où il y a 1 milliard de références dans le film qui va nous renvoyer à énormément de récits. Il y en a une principale qu'on peut avoir sur la fin, qui est l'une des plus intéressantes et qui coupera avec Anora, qu'on parlera après, c'est Cendrillon. Vraiment, qui est l'icône sur la fin, qui est vraiment rabâchée sur... pareil, c'est quand elle est dans sa grande robe,
Et comment est-ce que... C'est vrai. En plus, elle est bleue. Et en plus, Ouais. elle est bleue, comme dans Cendrillon, machin. Et comment je dois partir à minuit, sinon je vais redevenir une prolétaire. Ah non, désolé, j'étais Elephant Man. Et enfin, voilà. Right. Mais c'est fou parce que vraiment, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a énormément de films qui font des références au mythe de Cendrillon. Bah, avec Anora, donc Ouais, après, mais c'est pas, très, mais très pas lié. seulement, enfin, il y en a d'autres, je sais pas. Mais je ne sais pas. Bah, disons que j'y réfléchissais un petit peu comme C'est toi. la fin d'un mythe, peut-être. Il y a la question d'un fin d'un mythe et aussi parce que, c'est personnel comme idée, mais Cendrillon est l'une des vraies princesses et d'un récit connu, un récit de princesse, donc un récit de femme, qui parle vraiment de transfert social. Hein. C'est-à-dire que c'est littéralement une prolétaire qui va, grâce à un transfert social, devenir une princesse, donc devenir riche et donc accéder à un autre niveau. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est un récit qui est pas mal envisagé aujourd'hui parce que ça fait pas mal écho à aux situations sociales actuelles de une femme au cœur pur qui est dans les bas-fonds et qui tout d'un coup va arriver dans la lumière. Et donc, mais aussi, comme on le voit dans The Substance, où c'est totalement pris à contre-pied, où tout d'un coup, en réalité, elle retombe dans les ténèbres encore et descend encore plus loin que là où elle était montée. Donc, Mais c'est souvent c'est un ce récit truc. intéressant. On n'a C'est pas ça. parlé de la référence à Jane Fonda dans The Substance. Oui, il Ouais, fallait ouais, en ouais. parler, mais dès le début, avec son truc... Le juste au corps. L'aérobic. Ouais, l'aérobic. Au départ, moi, je pensais que c'était Jamie Lee Curtis, parce qu'elle a aussi fait de l'aérobic à un moment et qu'elle elle s'est fait pas mal connaître là-dedans, mais non, c'est vraiment Ouais. Jane Fonda. Ce qui est intéressant, c'est que Jane Fonda a récemment fait une pub pour... C'était quoi? C'était un truc de maillot de bain, un truc comme ça ou Ouais. Sûrement des Oreos. Mais là, elle a quoi? Elle a 80 ans, un truc comme ça? Ouais, ça. Mais sa carrière est intéressante de faire référence à ça. Mais Mais c'est aussi- oui. C'est quelqu'un qui était considéré comme étant une bombe atomique dans les années 60 et Barbarella. 70. C'est trop Bien. bien, Barbara. Far- Bien, Barbarella. Barbarella. Oui. Barbarella. Et elle a commencé à faire d'ailleurs vraiment du bon cinéma avec They Shoot Horses, Don't They en 69. Non, ça c'est l'année dans laquelle ça sortait. Oui, d'accord. Enfin, mais non, juste pour être clair. Mais non, Oui, mais sa ça rappelle. carrière, néanmoins, c'est intéressant de faire cette référence. Elle a parce tout que à fait assumé en interview d'avoir lié à cette trajectoire, par Mhm. exemple. Et elle a fait un discours en plus. Elle a fait un discours au dernier festival de Cannes, ou un discours Oui. Féministe, il me semble. Je sais plus ce Ouais. qu'elle disait Jane exactement. Fonda ou, Oui, Jane Fonda, oui, totalement. Je sais pas. Elle était. Qu'est-ce qu'elle faisait au dernier festival de Cannes, Jane Fonda? Elle était présentatrice ou un truc comme ça, non? Je sais pas. Moi, enfin, voilà. Non, enfin, voilà. Enfin voilà, j'ai beaucoup parlé personnellement du coup sur tous les sens que je peux apporter au film. Je sais pas, je vous laisser élaborer si vous voulez, mais non, par rapport à tous les récits dont on pouvait parler, évidemment, c'est pour ça où pour moi c'est au sens où c'est la vraie palme d'or de cette année. On va en parler après de Anora, mais c'est vrai que le film est tellement gorgé d'inspiration de cinéma. Dans tous les sens, à tout moment. Il est tellement gorgé surtout et il est rempli aussi de symbolisme. La réalisatrice a dit justement qu'elle est très adepte du symbolisme au sens des couleurs, des textures, des symboles justement qui vont revenir. Et il y en a énormément. Et c'est pour ça que le film est incroyable parce qu'on pourrait vraiment élaborer 10 ans dessus. Mais c'est vrai que juste entre les références principales, on a parlé de Cendrillon, on a parlé du portrait de Dorian Gray en effet. On a parlé justement aussi de Mr. Jekyll et Mr. Hyde. On a de Mr. Robot, de Mulholland Drive, de Under the Silver Lake. Je pourrais continuer longtemps. C'est vraiment. non-stop. C'est Tu non-stop. as beaucoup de Kubrick aussi avec Shining. Énormément Tu as aussi Kubrick. la musique de 2001. Pour le coup, c'est pas mon analyse à moi, mais j'ai vu quelqu'un qui fait une analyse que je trouve trop bien. Mais qui, justement, à la fin, quand il y a le monstre qui vient sur scène et où tu as la musique de 2001 au-dessus de l'espace qui arrive derrière, où justement, l'analyse, c'était vraiment qu'elle fait une réinterprétation du coup du mythe de 2001 au-dessus de l'espace à l'envers, où vraiment, le moment dans 2001 au-dessus de l'espace, ce moment où la musique arrive, c'est vraiment pour montrer qu'on arrive sur l'évolution ultime de l'humanité. Ce bébé, du coup, on est arrivé au point où l'humanité s'est transcendée tout à fait. Et là, elle fait vraiment ce côté presque, du coup, corrompu, presque sale gosse de le moment où le monstre arrive sur scène, là où elle s'est tellement modifiée, elle est tellement allée loin dans l'extrême pour essayer du coup d'être le top 1, d'être la version, la meilleure version d'elle-même. Elle a tellement désiré être cette même version-là que elle est un monstre absolu, elle se rend même pas compte. Et 2001, ça, c'est un peu les femmes qui font de la chirurgie esthétique. Non, mais et 2001, pour aller encore plus loin dans ce que tu dis, mais t'as raison, ça fait le reverse dans la mesure où 2001, ça finit par un fœtus.
Ça finit par un Effectivement. bébé. Et là, on finit par la mort. Et là, on finit par la mort et vraiment par l'inverse de l'évolution absolue. Exact, ouais. Elle voulait être la meilleure version d'elle-même. Et Ouais. dans cette quête, l'a amenée Ouais. à être le pire. C'est un chute d'Icarus. Et du coup, chute d'Icarus aussi. T'as Exactement, aussi si le tu veux. bain de sang qui fait référence aussi à Shining là-dedans. Ouais. Mais Ouais. c'est Mais très donc- bien. Donc tu vois, c'est ça qui est trop bien, c'est qu'en même temps d'apporter une lecture par rapport à ces sujets Ouais. et tout ça, elle apporte une lecture par rapport à énormément de films, une Ouais. relecture de récits, un commentaire presque Mm. du coup du cinéma de Kubrick à cet instant-là et à plusieurs instants parce que Kubrick est vraiment présent tout le long. Ouais. Donc tu sens que c'est une réalisatrice qui communique avec ses aînés, Ouais. qui communique avec son histoire et avec du coup son passé de cinéma. Ouais. Donc pour moi, c'est pour ça que ce film est indéniablement le film de l'année qui a le plus de chances d'être culte. Quoi, Mais elle le fait pas un peu trop. Il y a un Ah, moment bah, c'est une où... question de goût après. C'est- Oui, oui. Mais- il y a- C'est tellement kiffant, franchement. il y a- Ouais. Oui, c'est C'est kiffant. tellement- Oui, non, c'est mais- kiffant pour des cinéphiles, c'est vrai. Axel qui est dans un nuage absolu, qui nous regarde depuis tout à l'heure. De quoi il parle? C'est juste que quand t'as tellement de références, parce que là, c'est rare de voir un film avec autant d'hommages, de références, et aussi, je dirais, un tout petit peu de plagiat. Il y a quand même pas mal de choses de Cronenberg qui sont directement piquées. Des choses, par exemple, beaucoup de personnes, peu de personnes connaissent le film Existence de Cronenberg, Si. qui ne sont Le jeu pas, vidéo là. Ouais. Si. qui ne sont si. pas dans des cinéphiles. Parce Jude que- Law. C'est ça. Oui, Jude Law, ouais, t'aimes Ouais. bien Jude Law, Et je Emma sais bien. Stone. Pas du tout. Non. Non, Existence, c'est moins connu. C'est un de ses moins connus. La plupart des gens n'ont pas vu Existence. C'est est 1999, c'est ça 99. Oui. Non, 97. 97 Ouais, je pense. Ouais, bon, bref. Ouais, Pardon. bon. Désolé. Débat de cinéphile. Mais ça, il y a des éléments de ce... Mhm. On va pas aller dans les détails, mais bon, il y a énormément de choses qui sont piquées. Et au final, Mais il y ça a fait quoi en sorte qui est qu'il y a- piqué d'Existence J'ai pas... littéralement le trou dans le corps qui fait genre qui ressemble à un trou de balle d'ailleurs. Ah, le trou dans le ventre Ouais, c'est exactement Ah oui, le quand même. on met le pod. Right, exactly. Si tu vois ça, c'est exactement le même design. Pareil pour la mouche, c'est quasiment la même chose. Et ça fait en sorte que quand tu as tellement de références, de hommages, de clins d'œil, il y a un moment où tu te dis, attends, est-ce qu'il n'y a pas un manque de créativité? Quand est-ce qu'elle fait son propre matériau? Bah, bon, je sais pas. Hmm. Et je dis pas bah, qu'elle ne en le fait, fait pas. je dis Attends, pas qu'elle je le dis fait pas pas. qu'elle Non, mais ne j'ai le bien fait pas. compris. Ouais, ouais. J'ai bien compris. Mais en réalité, ton point, il est intéressant et il peut être assez vrai. Et ça, c'est un débat qui est très large. Hein. Comment est-ce que tu différencies le plagiat de la référence? Pour moi, dans ce film-là, Hmm. ce que j'aime bien, c'est que toutes ces références qu'elle utilise, elle ne les reprend pas juste en les plaçant dans son film de façon Non, bien sûr, aléatoire. bien sûr, bien sûr. Toutes les références ont un sens. Bien sûr. Déjà, d'un point de vue de cinéphile, en Bien mode, sûr. c'est logique à ce moment qu'elle fasse référence à Ouais. ça, parce que déjà, elle rend Ouais. hommage à son aîné, Ouais. évident qui est Cronenberg On vient dans ce d'en film, parler. on le voit Ouais, partout. ouais. Donc déjà, il y a une question de référence, Ouais. une question de relecture qu'elle amène dans ce film, Oui. et surtout, tout Bien sûr. s'incorpore parfaitement dans le scénario, et ça a totalement du sens que ce soit là. Bon, Si jamais parfait. c'était du plagiat, bon, pour moi, je trouve Oui, que oui, ça, ok, ok. parfait ne veut rien dire, mais on s'y approche pas mal pour moi, parce que tout, Mon problème tout n'est se pas le répond. plagiat. Mais je peux comprendre que tu peux te dire que J'ai- c'est un peu trop proche. Il Je trouve que ça a du sens. Il y a 3-4 éléments qui sont proches du plagiat. Mais bon, c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que on peut faire ce pot pourri de références et arriver très bien à les intégrer et faire en sorte qu'ils sont cohérents. Mais il y a un moment où j'ai envie qu'elle puisse inventer ses propres idées. Et quand même à l'apogée du film, donc le grand spectacle, quasiment tout est, on pourrait dire, piqué, inspiré, tout ce que tu veux, d'autres films, où immédiatement on voit la rêve. On voit que c'est Shining, on voit que c'est 2001. C'est Carrie, On voit- Balle du Diable, c'est Right. la Méduse. C'est Carrie, exactement. C'est la Méduse, etc., etc., etc. On se dit, OK, tu as fait un super... ça serait quoi? Un rewind time. Mais c'était super, mais au final, elle n'a pas ses propres idées. C'est comme si elle n'avait pas la confiance de créer ses propres idées. Je n'irai pas jusque-là, parce que surtout, question de confiance, elle a quand même réussi à créer des plans d'un esthétisme quand même extrêmement abouti, d'un artisanat vraiment, sûr. D'ailleurs, vraiment il y a- extrême par rapport à ça. Bien Mais sûr. après, encore une fois, j'ai envie de dire, ça a tellement de sens de mettre ça à ce moment-là. Ça raconte tellement de choses de mettre ça. Oui. Tu peux te dire, oui, elle aurait pu créer son petit truc à elle au lieu de faire une référence. Si tu veux.
si tu veux. Moi, je trouve juste que ce qu'elle amène là-dedans, ça nous amène matière extrêmement réflexion et surtout que ça sert tellement de propos du film que oui. C'est juste qu'elle en le fait trop et au moment les plus importants du film. Si tu veux. Moi, j'ai envie que ce soit Axel qui apprenne une conclusion. Ouais, moi aussi. On peut conclure. Moi, désolé, c'est vrai que j'étais un petit peu à l'écart de votre débat, mais je vois bien que c'est quelque chose c'est un film qui déchaîne les foules. Et effectivement, sur la question de la référence, je me suis un peu posé la question, personnellement, en sortant du film, lorsqu'on a beaucoup débattu ensemble, est-ce qu'elle n'est pas un peu victime, malheureusement, de ce côté mashup movie, ce côté ultra référencé, où effectivement, elle en a choisi 2, 3, 4 qui sont pertinents au moment où ils arrivent. Mais en fait, qu'au bout d'un moment, elle soit malheureusement... Il y a un côté un peu fataliste où effectivement, maintenant, si mon histoire, elle parle de ça, t'es un peu obligé de le mettre en scène de telle manière qui fait que ça référence à Kubrick. Bon, Kubrick, il est assez évident dans le film, mais toutes les autres références qu'il peut y avoir... Les Cendrillon... Par exemple, on peut... par exemple, Olivier faisait référence au plan de Cronenberg et ce plan sur le nombril qui est quasi similaire, mais je pense que il y a peut-être aussi ce côté fataliste où malheureusement, il fallait le filmer comme ça, de la manière dont elle imaginait ça, de la manière dont il fallait véhiculer le message, ça devait se filmer comme ça. Malheureusement, effectivement, quelqu'un l'a fait avant, mais en même temps, on sert un peu le même propos, on est dans le même genre et fatalement, écoute, c'est la même, ça s'apparente à être quasiment le même plan. Mais voilà, je me demande s'il n'y a pas une fatalité autour de ça. C'est là-dessus que je terminerai parce que vous avez déjà beaucoup élaboré sur le film et c'était déjà très bien. Ouais, on a beaucoup, je suis d'accord, c'est beaucoup aimé, énormément de choses à en dire et c'est en ça que moi je le place vraiment en tant que grand film. C'est vraiment, je pense qu'on pourrait comme ça élaborer encore plusieurs heures sur tous les éléments. J'ai juste envie d'aller le revoir, de me replonger dedans, de voir tout ce que j'ai pas vu, ce qui doit être énorme. Et mais oui, il y a tellement de façons d'aborder le film et on n'a pas fait la moitié. Moi, c'est un de mes films préférés maintenant. Donc, Ever, ouais. Merci à vous par rapport à The Substance. En effet, un film qui nous a tous quand même beaucoup marqué. On va maintenant passer à oui, voilà, la Palme d'Or. Voilà, petite sortie, petit événement quand même qui a marqué la Croisette et qui a marqué du coup notre rentrée. Même si c'est plus trop la rentrée, on s'est compris. Allez, bande-annonce Anora. Will you marry me? Seriously? You hit the lotto, babe. Cinderella. Yes, fucking Cinderella. 2 недели я тебя оспаивал, и ты женился на проститутке. What the fuck? Ivan's father wants this marriage annulled. We are not getting a divorce, motherfucker. Allez, Anora, une jeune travailleuse du sexe à Brooklyn, voit sa vie chamboulée quand elle fait la rencontre du fils d'un oligarque russe. Sans réfléchir, les deux jeunes amants se marient avec enthousiasme, mais cette nouvelle ne fait pas plaisir aux parents du jeune homme qui ont la ferme intention d'annuler ce mariage. Anora de Sean Baker. Alors, moi j'avais vu aucun film du petit Sean, j'étais en mode le petit Sean, oh là le mépris du gars. Pardon. En plus que du coup c'est son 4e film du coup qu'il a sorti et j'en avais vu aucun et j'étais assez étonné du coup de cette palme parce que du coup j'en avais pas plus entendu parler. Du coup, c'est ça en effet. Mais du coup nous l'avons vu et du coup on en pense quoi et du coup Olivier. Le fait que ça soit son 4e film, juste pour parler de la filmographie de Sean Baker, son premier film est sorti en 2017. C'était Tangerine ? Exactement. Réalisé à l'iPhone, c'est ça ? Exactement, un iPhone 7. Donc ensuite il a fait The Florida Project, qui a été avec Willem Dafoe. Ensuite il a fait Red Rocket, qui parle d'un star du porno masculin. Et maintenant il fait Anora. Et moi j'ai suivi sa filmographie dès le début. De le voir gagner la Palme d'Or est assez incroyable. En plus, c'est une des dernières personnes qu'on s'attend gagner la Palme. Un gars qui fait du cinéma indépendant, qui commence avec l'iPhone, rarement on a vu des films comme ça gagner la Palme d'Or. En tout cas, moi, j'aurais jamais m'attendu à ce que ce soit lui qui le gagne. En tout cas, Anora, je dirais pas qu'elle a mérité, mais vraiment pas loin. C'est quand même un film qui est très poignant et qui va utiliser la comédie pour désarmer le spectateur et pour ensuite l'attaquer avec un message
déchirant. Et sur ce coup-là, Sean Baker a extrêmement réussi. Tu penses que c'est son meilleur film? Oui. Oui. C'est celui qui est le plus maîtrisé, c'est celui qui est le plus tragique et le plus drôle. Ouais. Moi, personnellement, je connaissais pas trop la filmographie de Sean Baker, mais effectivement, des mots d'Olivier, je pense que les derniers mots d'Olivier, surtout autour de la maîtrise, c'est quelque chose qu'on peut vraiment louer à ce film, tant il va chercher beaucoup de genres, tant il va toujours être juste dedans, et tant il va toujours être juste avec sa thématique. Moi, personnellement, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. C'est un film qui m'a fait beaucoup douter, cependant, pendant son visionnage, tant cette scission au milieu du film est tellement brusque qu'on se dit, d'accord, là, je ne regarde plus la même chose, mais il reste toujours juste avec son propos jusqu'au bout. Il va toujours gratter, il va toujours nourrir par sa mise en scène, par les situations qu'il crée, voilà, cette thématique autour de la lutte des classes. Comment il va aussi travailler la thématique du rêve américain, on en a parlé aussi dans The Substance, tout le conte de fées, le conte de princesse plutôt, effectivement. Comment il va, de manière contemporaine, élaborer, traiter un petit peu ce sujet et comment, au final, il est peut-être un peu vain et comment on arrive à cette réalité qui ne peut pas échapper, Carrément. Surtout pour le prolétariat américain et le prolétariat en général dans tout le monde occidental, je pense. Oui, alors moi je connaissais pas non plus Sean Baker, je savais seulement qu'il avait réalisé un film avec un iPhone dont j'avais vu la bande-annonce, donc Tangerine. Là, Anora, j'avoue que je me suis pas ennuyée durant la projection, j'ai trouvé le film intéressant, mais j'ai pas non plus été transportée ni touchée, si ce n'est par la dernière scène que j'ai trouvée la plus intéressante et la seule scène en fait qui est émouvante du film, parce que sinon, en fait, je sais pas, je me sentais à distance du film, peut-être parce que les personnages, c'est pas des gens qui me parlent, que j'aurais pu... T'es jamais allé prendre une escorte, toi, le samedi soir? Bah ouais, j'ai... Toi, oui, Maxime? Oh, bah, J'ai- tu sais, hein. Des nuits comme ça que je passe au Georges V, je sais même pas si c'est le nom... je sais même pas si c'est le nom de... Je crois qu'il y a un C'est un hôtel. C'est une hôtel, station ouais, de métro, ouais, mais... C'est un hôtel aussi, Ouais. très... Bref, Non, c'est une avenue, je dis n'importe quoi, c'est une avenue. Bref, Tu connais pas le Pigalle Country Club? voilà. Non, je me suis un peu sentie à distance. J'ai pas trop kiffé la mise en scène. Ce que j'ai le plus aimé, c'est la photographie, la lumière plutôt. La lumière, vraiment. On la voit changer même à l'intérieur des plans eux-mêmes. Donc c'est très vivant. Et c'est une lumière très vivante. Et après, la dernière scène, c'est tout. Mais sinon, ça m'a pas... c'est marrant parce que autant je trouve Palme d'or, que... j'ai pas compris. C'est marrant parce que sur ton point sur la lumière, c'est marrant. Autant je trouve qu'il va très bien servir le propos, autant je trouve qu'il manque peut-être un petit peu la lumière manque un petit peu de folie, quoi. Parce que je trouve que quand on est dans le HQ, là où travaille Annie, effectivement, on est dans un truc très coloré, il n'y a rien de fondamentalement fou. Et après, j'ai pas senti forcément un truc grandiloquent ou quoi. Non, Un truc c'est pas... Je la trouve très utile, très proche de la mise en scène, très proche des situations, mais je l'ai pas non plus trouvé Il y a le premier plan qui était pas mal avec toutes les danseuses. Là, la lumière change, donc la lumière artificielle. Et après, il y a une lumière un peu, qu'on pourrait dire un peu plus naturelle, qui est vraiment pas mal. C'est à l'intérieur de la villa du gars, de ses parents. Ouais. Voilà. Non, oui, c'est vrai. Mais c'est pas... Mais ouais, non ouais. plus, Après, il a souvent, Oscars, quoi. tu nous rediras Olivier, mais c'est vrai qu'une esthétique qui est très similaire entre ces différents films quand même. De base, dans on en parlera un peu après quand j'aurai élaboré mon avis, mais c'est vrai qu'il y a quand même, ces films se ressemblent pas mal, je trouve, à Sean Baker. Je les ai pas vus en entier en réalité, j'ai vu que des passages de ces anciens, mais ce qui, déjà dans l'esthétique en général, quand même, dans la lumière, il y a quelque chose assez décoloré, décontrasté, et en même temps, il y a quand même il y a cette envie presque de toujours être dans une espèce de lumière naturelle, t'as l'impression. Je sens pas l'artificialité quand je suis dans l'intérieur, et j'ai pas l'impression qu'il la cherche, pourtant je sais très bien qu'il y a une structure, mais il y a quand même cette envie, et encore plus dans son montage et dans son travail de la rupture qui va beaucoup, j'y reviendrai un petit peu après. Il a vraiment cette envie de donner l'impression de, en plus il l'a fait un film à l'iPhone, enfin de prise captée dans l'instant, captée dans l'instantané. Il a vraiment cette espèce de recherche de capter un espace de vivant et un espace de vie dans son film, donc dans sa colorimétrie, son image, mais aussi dans son rythme
dans sa mise en scène en général. Exact. C'est un peu un Almodovar, mais plus sobre. Ou Almodovar Et ne encore, va pas ouais. faire des jeux avec la lumière en soi. Je trouve quand même que c'est plus beau chez Sean Baker. Le mot de voir, c'est moins beau. Mais je suis d'accord. Mais beau et sobre ne sont pas antinomiques. C'est plus... Antinomime. Ouais, comment on dit ça? Antinomique, merci beaucoup. Merci. Antonyms en anglais. Mais Maxime, il est tellement fier. Il a pu me corriger sur la sémantique. Ça m'arrive une fois tous les 6 mois. Une fois dans sa vie. Voilà. Il est en train de enlever sa chemise maintenant. Mais non, absolument, Sean Baker veut capturer le réel, veut capturer des moments dans l'instant, mais va essayer de tricher un tout petit peu. Il va essayer de voir si il peut filmer quelque chose de manière naturaliste, comme on dit en anglais, un fly on the wall. Ça veut dire une mouche sur le mur qui regarde quelque chose. Mais il va essayer de trouver un décor qui va être parlant dans son esthétique en lui-même, sans que ça soit mise en scène. Ouais, sans le sursignifier, tout à l'inverse de ce substance. Exactement. Ouais, complètement. Mais on voit ça énormément avec la couleur rouge et l'écharpe rouge. L'écharpe rouge. Mais de façon générale, même dans les couleurs, t'as raison, ou même si on reprend un peu cette idée de prince charmant un petit peu, et puis c'est vraiment un conte de princesse. Hein. Quand j'ai lu le scénario tout à l'heure, je me disais, c'est marrant, j'ai l'impression de faire le scénario d'un Disney. Oui. Où vraiment c'est le scénario carrément. Oui, pardon, excusez-moi. Le synopsis, enfin le pitch, enfin Taras. En gros, il a dit, comme dit oui, il a repris Cendrillon, mais t'as vraiment cette impression de, voilà, conte de princesse des temps modernes dans une version de lutte des classes. Donc, assez assumé, mais c'est vrai que dans les couleurs, dans l'esthétique, regarde par exemple l'espèce de château qu'il y a dans le film, le château du coup qui est l'espèce de grande villa dans laquelle vit je sais plus du tout comment s'appelle le gars, le prince, le principal intéressé, le fils du coup, Ivan. Vania. On l'appelle Ivan, je crois, c'est ça. Ivan, Vania. Ivan de son prénom, Vania son surnom. C'est pas l'inverse? Non. Ok, pardon. Moi, je dirais Ivan. Et du coup, Ivan, justement, comment il est dans ce château, comment ils arrivent dedans, il y a vraiment un peu cette idée, voilà, c'est un château, tu vois, c'est le château du prince, il y a un esthétique, en même temps, c'est tout gris. En même temps, c'est gris, c'est assez triste. Et il se passe pas grand chose. Et surtout qu'il a tout ça pour lui, c'est complètement démesuré. Mais, et c'est marrant. Ce qui est très intéressant, c'est que ça devient gris quand ça commence à devenir chiant et que les problèmes arrivent. Et que ça devient gris après pour le reste du film. Parce que souvent, quand c'est là encore la partie où on est dans le rêve, où Annie va se voir rêver de oui, je vais dépasser du coup maintenant, je vais m'élever en classe sociale. Ce rêve va vraiment arriver, tu vois. Même les intérieurs dans cette villa qui est certes un petit peu triste sont toujours au moins éclairés d'un truc chaleureux. Il y a toujours un soleil hyper rentrant qui est hyper intéressant. Pour le coup, la neige arrive après. La neige arrive quand c'est un peu plus la merde, mais je trouve vraiment qu'il arrive toujours à au moins même à bien faire cette scission de avant que ça soit la merde, avant qu'on soit dans ce déclin et qu'on se rende compte que ce rêve n'est finalement pas possible, que ce rêve américain, hein, subtilité. Mais je trouve qu'il arrive toujours à faire à au moins souligner la partie rêve par au moins la photographie. Et puis, comme tu l'as dit, vraiment, il y a un point de bascule au milieu du film, où dans la première partie, on va vraiment aller explorer ce rêve, dans le montage, dans le rythme, dans les couleurs, dans tout ça, où vraiment, on va avoir les deux à vivre un petit peu cette espèce d'idylle amoureux, où, encore une fois, on me rappelle le pitch, hein, c'est un fils d'oligarque russe qui a voulu aller se faire des prostituées, et qui en a bien aimé une, qui est Anora, et qui a demandé à être, et qui, tout d'un coup, il s'est pris d'une lubie de dire, tiens, je vais la demander en mariage, comme ça je vais pouvoir avoir la nationalité américaine, et mes parents me feront plus chier parce que bon, il a 21 ans, il est immensément riche, il a une villa lui tout seul, c'est sa maison de vacances, ses parents sont pas là, enfin c'est pendant cette première partie on va vivre ce rêve avec elle, cette démesure de c'est ça être à ce point riche, c'est ça c'est ça être à ce point riche. C'est ça, genre, t'as un petit côté presque Loup de Wall Street à un moment, parce que tu vois les démesures où il est avec ses copains et ça lui prend, tiens, viens, on va à Vegas. Allez, on va à Vegas. Ils vont à Vegas, ils se passent 3 jours là-bas, ils réservent l'étage entier d'un hôtel, ils vont on va se marier, tiens, on va se marier. Donc là, dans cette première, on est parti dans le rêve américain, au sens où c'est
ce qui pourrait nous être permis, ce qu'on rêverait, là où on aimerait arriver, et Anora va le vivre. Et après, justement, on a cette descente brutale, et on se rend compte tout d'un coup que tout ce qui faisait ce rêve ne tenait sur rien en réalité. Elle y a cru. Et c'est ça le grand drame du film, c'est qu'il a cru dans ce rêve. Donc ce film, c'est vraiment qui dit, tiens, tu vois le rêve américain dans ta gueule. Oui, il y a deux choses intéressantes. D'abord, c'est effectivement le rêve américain, mais qui est vendu par un arnaqueur. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui peut-être peut parler à des spectatrices beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui se font parfois arnaquer. Je sais pas, ça, moi ça me fait penser à l'arnaqueur de Tinder ou des trucs comme ça un peu. Enfin, il avait pas ce côté méchant, mais en même temps. C'est pas vraiment une arnaque, il l'a pas arnaqué. Enfin, le gars n'a juste aucune conscience de effectivement. Et je pense conséquences de ce qu'il fait. Oui. Et je trouve que c'est encore plus pertinent tant la chute est encore plus brutale en fait. Je trouve que moi, je le vois pas comme arnaqueur non plus. Non, c'est ça. Le mec peut se marier parce que déjà tu te rends compte même si que c'est le gars... déshonorant tout de même pour lui, hein, qu'on soit bien d'accord. Ah oui, c'est une merde. Non, oui, c'est une merde. Non, mais il peut être complètement drogué, inconscient. Il savait quand même comment ça finirait. Il connaissait ses parents. Mais non, c'est ça qui est génial. Enfin, c'est que le gars est tellement hors sol, dans son rapport à l'argent, c'est le deuxième sujet du film, c'est le rapport à l'argent, le rapport au travail. Dans son rapport, il a tellement tout que pour lui, se marier et tout, ça n'a aucune espèce d'importance, ça n'a aucun poids. Le fait, il vit à ce point-là en dehors de la réalité. Bah oui, je pense qu'il n'y a pas de, je crois pas qu'il y ait de principe de manipulation active, du moins dans ce personnage. Non, je disais pas ça, mais. Non mais, ok, d'accord, j'ai peut-être mal compris alors. Ça, pardon. Je dirais même que c'est elle qui le manipule d'une certaine manière. Ouais. Dans la mesure qui en où profite quand ça. Qui en profite absolument, et moi je la comprends, hein, mais je ne pense pas qu'elle aime vraiment du tout. C'est ça qui est intéressant. Oui. C'est un des subversions de cette histoire de Cendrillon et de Disney, c'est que dans les films Disney, normalement, c'est un amour qui est authentique. Normalement, elle tombe véritablement amoureux. C'est un amour fake, et on peut, Sean Baker garde ça un peu nébuleux, mais on peut se demander à quel point est-ce qu'elle fait ça juste pour la thune? À quel point est-ce qu'elle fait ça juste pour le matérialisme? C'est pas que c'est quelqu'un de superficiel, mais peut-être son attirance pour ce gars est profondément superficielle. Peut-être parce que le rêve américain est lui-même superficiel, et parce que le rêve princesse Disney est lui-même superficiel. Parce que toutes les princesses Disney, ça rend quand même à la richesse et le matérialisme. Non, le rêve américain n'est pas ça du tout. Mais pourquoi avoir fait un... Dans ce film peut-être que c'est complètement superficiel, et là je suis d'accord. Mais je pense pas que Sean Baker fait un commentaire que le rêve américain en soi est complètement superficiel. Ah si, moi je pense qu'il dit clairement dans le film tout le long, c'est de la merde. Et si t'as vu ces films, dans tous ces films, il dit ça. Et ça parle de quoi ces films? Ça parle pas du fait que le rêve américain, ça soit de la merde. Ça parle de quel personnage? Typiquement, ces films parlent de personnes qui sont marginalisées, qui ne sont pas vues par la société. Qui sont en bas de l'échelle sociale. Oui, exactement, on peut dire ça comme ça, oui. Et justement, et comment est-ce que c'est ce bas de l'échelle sociale, et regarde comment dans le film, dans Anora par exemple, c'est justement aussi ce bas de l'échelle sociale qui amène aussi cette joie de vivre. Et quand par exemple les oligarques et tout ça sont des gens qui sont assez tristes. Et ils sont russes. Pourquoi ils sont russes d'ailleurs? Pourquoi il a choisi des Russes? C'est une question que je me pose. C'est intéressant parce que le rêve américain, c'est cette idée de base et la phrase exacte c'est lift yourself by the bootstraps, qui veut dire que tu commences par en bas, tu commences avec peu de chance, et c'est avec le fruit de ton travail que tu arrives à réussir. Ça, c'est le rêve américain. Ça, ce n'est pas Anora. C'est le contraire. C'est cette idée qu'elle peut tricher et qu'en ne travaillant pas, enfin, peut-être elle va twerker un peu, mais en ne faisant pas vraiment du boulot, elle va avoir un accès facile à ce monde de pas du tout. Richesse. Attends. Si, c'est pas du tout cette idée que quelqu'un va de petit à petit, avec un progrès incrémental, travailler très fort pour accéder à une autre échelle sociale. C'est qu'elle va se marier avec quelqu'un qui n'est même pas américain et qui veut devenir. Qui veut devenir américain, mais qui en fait est juste obsédé par, qui a une vie qui n'a rien à voir
avec la vie normale de quelqu'un qui est au-dessus dans l'échelle sociale. C'est une vie d'hédoniste de gamin de 20 ans, fils de milliardaire. Tu vas, Maxime, ou j'y vais? Non, moi, je pense qu'il y a 2 points sur lesquels il faut revenir dans ton argumentaire, même parce que quand tu as fait cette définition du rêve américain, à quel point le travail va te permettre cette liberté, moi, je pense que c'est tout le principe du film, justement. On n'imagine pas depuis combien de temps Annie est dans cette situation, parce que là, on la présente comme une travailleuse du sexe. Bon, c'est très pertinent. Déjà, pourquoi parler du travail du sexe comme du travail du sexe? C'est de la prostitution. Je voudrais juste finir ce point. Effectivement, le travail du sexe n'est pas seulement là pour simplement catégoriser ce métier comme un métier qui pourrait s'apparenter à la classe populaire. Ce n'est pas seulement ça, effectivement, mais ça l'est au moins. On peut très bien se dire, c'est des gens, bon, malheureusement, ils font ça parce qu'il faut pouvoir vivre. Ça peut être une représentation de la classe populaire. Ensuite, pourquoi moi je pense que ça peut coller à ce rêve américain, parce que on imagine qu'elle travaille depuis très très longtemps dans cette chose-là. Et là, maintenant, d'accéder à ce Ivan, c'est la récompense à tout ce travail. C'est tout ce travail qu'elle a accumulé pour arriver à cette récompense, et donc cette liberté qu'offre le rêve américain. C'est un peu ce que tu m'as dit. Hein. Le rêve américain, de toutes ses amies. Non, tu as dit quand même, le rêve américain, c'est par la force de ton travail, par la liberté qu'offrent les États-Unis, tu vas pouvoir atteindre cette liberté et cette indépendance financière. Et effectivement, ce Ivan-là, entre guillemets, symbolise, ah bah c'est bon, tu es arrivé à ce stade où maintenant tu as cette indépendance, maintenant tu as cette liberté. Donc je pense en ça que ça colle à l'idée du rêve américain. Et extrêmement concis. Extrêmement concis. Et ensuite, vas-y. C'est une image dévoyée du rêve américain. Et c'est une image pervertie du rêve américain. Ouais. Le rêve américain, ce n'est absolument pas tu vas twerker et ensuite tu vas rencontrer un gars extrêmement... Tu vas twerker beaucoup, tu vas twerker très fort et tu vas rencontrer un fils de milliardaire, tu vas l'épouser et ensuite tu pourras, je sais pas, bouffer du caviar, jouer aux jeux vidéo en fumant des joints. Est-ce qu'elle fait ça? Elle fait pas ça. Elle s'arrête jamais de travailler. Elle fait pas ça. Et en plus, je pense que tu as bien compris que tout est imagé. Encore une fois, on est dans du cinéma. Là, effectivement, on a appris les travailleurs, on a pris une travailleuse du sexe parce qu'il y a aussi un autre propos là-dessus durant le film. Mais si on le synthétise au travail de travailleuse du sexe et qu'on le synthétise comme un travail de classe populaire, t'as bien compris que c'est une image. On parle pas de twerker sur quelqu'un. Vous m'avez mal compris, en fait. Vous m'avez mal compris. Peut-être c'est moi qui m'ai mal exprimé, mais quand Maxime a dit, le film dit que le rêve américain, c'est de la merde. Ce film-là, ce n'est pas une représentation. C'est ce que tu as dit, c'est ce qu'elle a dit verbatim. Je pense que c'est peut-être un peu dur ce qu'il a dit, mais je pense que c'est biaisé. Oui, c'est pour dire que ce film-là ne représente absolument pas l'idéal du rêve américain. Et ce n'est absolument pas une représentation de ce que ça veut dire. C'est juste objectivement l'idée de pull yourself up by the bootstraps. C'est très différent. Même l'objectif, on parle des moyens, mais même l'objectif du rêve américain. C'est pas ça dans ce film. C'est pas un hédonisme sans fin, sans conséquence. C'est pas un hédonisme. Moi, ce que je te dis, c'est qu'elle ne s'arrête jamais de travailler. Elle est tout le temps dans le travail. Quand elle est avec lui, ce que je veux dire, c'est que l'essence du film qui a amené, c'est notre rapport au travail. Mm-hmm. Notre rapport au travail, notre rapport à l'argent. Tout le long du film, il n'est question que de ça dans toutes les discussions. Il n'est question de quand est-ce que je travaille, quand est-ce que je ne travaille pas. Donc, la question par rapport déjà à elle, même quand elle est avec lui, même quand il l'a acheté, et elle est tout le temps en relation de commercial avec lui, il lui donne de l'argent. Et ensuite, elle ne s'arrête jamais de performer. Elle est tout le temps, quand elle est face à lui, quand elle est avec lui, elle est tout le temps à côté, elle est toujours à son bras comme ça, elle va lui faire des performances, elle va être avec lui. Cette relation est achetée, et cette relation, elle est en performance de travail à ce moment-là. Et c'est tout le sens de la fin du film, hein. C'est la dernière scène. Et justement, là, c'est ce qui est amené avec la deuxième relation qu'elle a avec Yuri Borisov, où justement, là, c'est une relation qui est beaucoup plus sincère, et qui est basée non pas sur un échange de travail, mais justement sur une rencontre. Mais peut-être, moi, pourquoi la dernière scène m'a touchée aussi, c'est parce que justement, elle se laisse aller, elle pleure, et en fait, là, tu vois à quel point elle a pu souffrir dans ce soi-disant travail du sexe qui est de la prostitution et de l'exploitation du corps.
D'accord, parce que si elle n'avait pas été payée par ce mec-là, elle serait pas finie à coucher avec lui, quoi. Donc c'est quand même assez pathétique et tragique. Quand bien même c'est un beau gosse. Et encore là, le film nous présente un jeune homme. Ça aurait été encore pire si c'était un mec vieux et moche. Mais moi, pour revenir sur le point de Maxime, parce que au départ, j'étais plutôt d'accord avec le point, mais là, ce point que tu viens d'aborder, comme quoi elle est toujours dans le travail, je n'en suis pas sûr. Parce que à un moment du film, quand même, quand on arrive à ce truc où ils vont se marier et qu'ils sont mariés, moi, je pense qu'il y a plutôt dans la tête d'Anora ce truc où elle commence à croire, en fait, commence à croire à ce rêve américain, et en fait, je pense plus qu'elle ne simule. Je pense qu'elle dans son personnage commence à y croire, ce rêve existe et je pense plus qu'elle le simule, je pense plus qu'elle est dans ce travail, je pense qu'elle pense avoir atteint cette indépendance financière, cette indépendance, par le biais de quelqu'un d'autre, mais bon, ça c'est un sujet qu'on pourra élaborer après, mais je pense que justement, elle n'est plus en train de travailler et que je pense du coup aussi que la scène finale, elle est très brusque avec ça, parce que avec Olivier, on se disait pendant le film, mais pourquoi elle le frappe? Tu sais, même quand quand ils commencent à faire ce qu'ils font dans la voiture, on se dit, mais pourquoi elle le frappe? Pourquoi elle pleure? Et moi, je pense que c'est justement ce retour à la réalité, ce retour à la réalité, ce retour de non mais en fait putain, ce truc où j'ai commencé à y croire, en même temps dans sa frappe il y a une frustration, mais c'est surtout cette frustration de je reviens au réel, mais en même temps il y a un truc encore une fois pour moi c'est le rapport au travail, c'est-à-dire que elle n'est conditionnée dans son rapport intime. Bien sûr, on parle de rapport au travail, mais je parlais juste que en quoi selon moi son attitude servait le propos du rêve américain biaisé de Sean Baker, mais je dis pas qu'il n'ait pas de rapport au travail tout le film, mais je pense juste que quand elle commence à y croire, il n'est plus question de travail, et je pense qu'il est question d'indépendance. Moi justement je crois pas qu'il y ait question d'indépendance, parce que la base de leur relation elle est basée justement sur un échange tarifaire. S'ils la font parler russe, c'est pas pour rien, tu vois. Au-delà du fait de créer un lien qui permette aux deux personnages une raison crédible qui leur permet de se rencontrer. Moi je pense que il y a aussi ce côté, je sais pas si c'est une actrice métisse. Dans la question du rêve américain, il y a la question aussi de gens qui viennent d'autres pays pour aller en Amérique, pour créer un rêve là. Et moi, je pense, c'est à vérifier, mais je pense que la comédienne qui joue Annie est certainement à un métissage avec des origines asiatiques, je pense. Ou je peux peut-être me tromper, mais du moins qui n'est pas occidentale. Et donc qui sert un petit peu ce propos, qui sert un petit peu ce propos de rêve américain, de ce rêve. Et aussi, elle parle russe aussi, tu vois. Bref, je veux dire, il y a des éléments qui la rendent extérieure aux États-Unis et qui du coup rendent ce propos pertinent. Je me suis perdu. Mais tu veux dire juste que c'est une représentation du rêve américain? Je veux dire dans sa base. Oui. Dans sa base. Donc il y a cette essence de base dans le rêve américain de quelqu'un qui vient aussi d'autre part, d'autres que les États-Unis, d'autres que l'Europe, et qui vont aux États-Unis pour réaliser ce rêve. Okay. Et tu vois. Oui, ok, d'accord. Quelle était notre problématique de base? Moi, ce que je voulais amener juste par rapport moi, ce que je voulais amener par rapport à la fin et par rapport à son rapport justement à la relation, c'était que elle ne sort jamais d'une performance de travail, et que c'est pour ça que je le lis au rêve américain. C'est-à-dire que il le lit toujours au rêve américain, parce que justement c'est ce moment elle est toujours en performance, elle est toujours en train de justement de délivrer une performance, elle n'arrive jamais à être sincère et à se reconnecter à une forme de sincérité, à ce qu'elle est, et du coup une forme de joie. Mais ce qui a amené justement à la fin dans cette dernière scène, où le moment où t'as Yuri Borisov, que j'adore, j'ai envie de le revoir dans tous les films, j'adore ce mec, qui lui redonne la bague, le mec qui a été le seul à peu près sympa, à peu près normal, en fait c'est même pas sympa, juste normal avec elle tout le long du film, qui lui donne la bague. C'est presque une scène, c'est une séquence de vrai prince charmant, une séquence de miroir où il la demande en mariage, presque exactement. Non, mais complètement, c'est ça, c'est totalement symbolique, c'est totalement symbolique par rapport à ça. Et là c'est quoi son réflexe, elle, évidemment, c'est de reprendre son travail d'escorte. Elle se remet en situation de travail avec lui. Non, pour moi, elle se rend compte que moi aussi. Je pense qu'il y a une sorte. Pour moi aussi, c'est pour ça. Pour moi aussi. C'est le seul qui a été honnête. Donc c'est à partir de ce moment-là où en fait elle comprend que le monde dans lequel elle a vécu, dans ce truc de la prostitution. Mais pourquoi est-ce qu'il refuse de l'embrasser? Pourquoi est-ce qu'elle refuse de l'embrasser? Pourquoi est-ce qu'elle se monte sur lui et qu'elle commence du coup à lui faire littéralement à lui faire comme elle avait fait son travail d'escorte, et qu'il essaie de l'embrasser et qu'il refuse? Pourquoi il se passe ça? Mais parce qu'elle se rend compte de toute la souffrance qu'elle a vécue. C'était une fille qui était là, je suis forte, gna 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 et tout, et en fait c'est le moment où elle devient vulnérable.
Exact. Moi, c'est ça que je perçois. Mais tout à fait. Mais c'est parce que je dis pas du tout l'inverse. Vous avez compris ce que j'essaie de dire? Non, mais du coup, qu'il y a dans ce retour à la réalité, il y a aussi ce retour où je vais retourner dans cette relation de travail. Laissez-moi terminer. Elle retourne dans cette relation de travail justement avec lui quand il lui fait cette demande-là. Et quand lui, il essaie de l'embrasser, il essaie d'amener ça sur une relation de je t'aime, j'ai envie de partager quelque chose de sincère avec toi. Elle est totalement démunie, elle ne sait pas ce que c'est. Ah, moi, mais là, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Je pense que je suis d'accord avec toi. Parce que c'est la seule. Parce qu'en fait, toute sa vie, sa seule manière de. Vous me gueulez dessus, mais en fait, on est d'accord, vous me faites chier. Non, mais pour elle, j'essaie de trouver mes mots. Elle a toute sa vie adulte, elle utilise le sexe comme monnaie, comme quelque chose à rendre. C'est que tu vas me donner de l'argent, moi je vais te vendre mon corps, en gros. Lui, il lui donne ça et automatiquement, comme un réflexe pavlovien, elle va lui sauter dessus. Mais c'est commercial. Et c'est intéressant que ça soit aussi avec la bague. La bague qui est censée être plus que commerciale. Plus qu'intéressant, voilà, oui, carrément. C'est très intéressant. On voit, comme on dit, développer le contrat, le mariage est un contrat. Oh, yeah, sure. Mais ensuite, là, ce gars-là vient de sa même classe sociale d'une certaine manière. Elle est la travailleuse de sexe, la prostituée, lui, c'est le brut, le enforcer, tout ça. Mais ils se comprennent. Right, ils se comprennent. Et donc, au final, ils ont juste eux deux. Et c'est ça et c'est ça qui fait en sorte que le dénouement soit si beau, parce que tu as quelque chose de splénétiquement hilarant pendant 2h10. Et ensuite, à 15 minutes, tu as l'impression que c'est du Michael Haneke. Mais vraiment, c'est pas de musique, fond noir à la fin, une scène de vrai pathos qui marche très bien. Et au final, le film n'a rien à voir sur l'amour, en fait, du tout. Ça ne parle pas d'amour. Ce n'est pas une histoire d'amour. En fait, ça parle d'un brisement de cœur de la classe, des classes marginaux qu'on voit quasiment jamais dans des films d'Hollywood. C'est vraiment quelque chose de spécial, quelque chose de vraiment authentique. Et c'est ça qui m'a hanté, je dirais. Quand j'ai sorti, j'ai pas voulu verser une larme ni quoi que ce soit, mais après avoir vu cette scène, il y avait un petit couteau dans ma poitrine quand j'avais vu ça. Ouais. Et pour toi, il parle de quoi le film? Ça parle absolument d'une lutte de classe. Ça parle de manipulation. Ça parle de sexe aussi. Ça parle énormément de ça. Ça parle de illusion. Yeah. Ça parle de décadence aussi. De décadence, absolument. Oui, non. C'est absolument. Yeah. Mais ça parle, je dirais, pour revenir sur le truc de rêve américain, ça parle absolument aussi de l'ambition. Ça parle du rêve. Absolument, ça parle du rêve. C'est comme dirait Walt Whitman, qui était un des premiers poètes des États-Unis, on le considère comme étant les États-Unis, dans la mesure où, avec sa poésie, il a cristallisé le zeitgeist qui a créé ce magnifique pays. Et il avait parlé dans ses poèmes de the unlived life. Ça veut dire la vie non vécue. C'est notre vie qui nous hante. Cette sorte de projection de nous-mêmes, ce désir d'être quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, Maxime regarde avec des yeux comme des pierres mouillées. C'est magnifique. Et qui a toujours hanté les Américains. Et je pense que Schoonmaker, là, va prendre un rêve perverti du rêve américain, quelque chose de très différent que sa signification d'origine, et va l'utiliser pour créer une tragicomédie. J'étais devant le film et il y a une scène pivot dont on va un petit peu discuter là, parce que elle est vraiment, elle prend vraiment beaucoup de temps. Elle prend 20 minutes. Alors, après qu'on est passé environ, 40 minutes, 1 heure à regarder justement l'idéal amoureux entre les deux, entre Vania et puis Anora justement. Et tout d'un coup, il y a cette scène là qui dure vraiment longtemps,
où il y a les gardes du corps, ou disons les hommes de main de l'oligarque Rugg, du père de Vanya, qui vont intervenir parce qu'ils ont entendu parler du coup de ce mariage, et on va assister à la scène où Vanya va carrément s'enfuir comme un pleutre et prendre la fuite parce qu'il a entendu parler de ses parents comme s'il avait entendu parler de Voldemort, et où va avoir cette scène assez géniale entre justement Anora et puis les trois hommes de main qui vont essayer de la maintenir. Une scène assez physique justement, et c'est vraiment le moment moi où au départ le film m'avait perdu. Parce que à ce moment-là, je me disais, mais attends, où est-ce qu'on va? Parce que la scène dure longtemps, elle dure 20 minutes. Alors, et ça avance presque pas. À un moment, je me suis dit, mais en fait, le mec a fait une scène d'impro avec des acteurs, ça a trop bien marché, il a fait tout un film autour de cette scène d'impro, parce que vraiment, j'avais cette même impression d'impro au sens où la situation n'évolue presque pas pendant 20 minutes. C'est vraiment la même chose. Tu l'as attaché? Non, mais je vais pas l'attacher. Mais si, attache-la. Mais non, elle attache pas. Non, mais surtout que des hommes de main d'oligarques russes, à mon avis, il aurait fait une prise de karaté, je sais pas quand, ça aurait été réglé en une seconde. Sambo. Voilà. Ouais, mais sûrement, c'est ça. Mais du coup, il y a ce moment de gênance un petit peu où non, on va pas l'attacher. Et puis, vraiment, elle en veut, elle envoie. Et après, le film, du coup, va partir totalement autre part. Et là, vraiment, je me rappelle, devant la projection, j'étais perdu. J'étais en mode, mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, pendant tout le reste du temps, c'est Anora avec les hommes de main qui vont essayer de retrouver Vanya. De le retrouver pour qu'il puisse signer et mettre fin au contrat. Et du coup, il y a les parents qui vont arriver à un moment et qui vont, du coup, le recadrer. Et tu vois à quel point il a 14 ans dans sa tête, quoi, le gamin. Mais du coup, j'étais en mode, pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps là-dessus? Alors que la première partie, je voyais le rêve américain, je voyais le rapport au travail, je voyais tout ça. Et je dis, mais là, on est en train de tomber dans une espèce de film des frères Safdie, un petit peu, tu pourrais dire, Axel. Et je dis en mode, pourquoi on va là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? C'est une femme qui se débat contre les hommes. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est C'est vrai. Et moi, pour être très honnête, ce moment-là, c'est une scène qui me fait peur. Parce que j'apprécie beaucoup le film et je me dis, tiens, dans quoi on va? Et pourquoi ça me fait étrangement penser aux frères Safdie, dans cette impression de plusieurs scènes dans une scène et que tu as un brouhaha constant. Et je commençais vraiment à avoir peur de rentrer dans cette copie satirique qu'est la mise en scène, dans une copie un peu satirique de la mise en scène des frères Safdie. Un peu comme The Bear, oui. Exactement comme The Bear, qui possède beaucoup de scènes du genre avec beaucoup de cris, beaucoup de dialogues qui se marchent dessus, qui moi au bout d'un moment me font juste mal à la tête et que j'arrive pas à retrouver l'authenticité des frères Safdie quand eux le font. Et j'avais vraiment eu peur. Et moi cette scène-là, elle me fait un peu rire, il est vrai, mais elle me fait plus peur qu'autre chose. Je me dis d'accord, oh putain, on va pas juste rentrer dans une pâle copie et juste de juste créer plusieurs conversations et ça marche pas et c'est juste un peu drôle parce qu'il y a un brouhaha et je me dis mais non, en fait c'est juste, ça me fait chier. Et en fait il y a une scission très claire, très marquée à ce moment-là, mais plus on avance et plus en fait je vais m'y plaire, et plus je trouve qu'en fait ce choix de mise en scène, ce choix de rythme est en fait très pertinent à ce moment-là, de créer cette cassure et donc du coup cassure aussi dans le rêve que se fait Annie. Je trouve ça très pertinent du coup de passer dans ce genre-là, et je trouve qu'après c'est extrêmement réussi. Et moi qui aime beaucoup effectivement la mise en scène des Safdie, vraiment dans la noirceur des personnages, le personnage de l'Arménien, du chef de groupe arménien là, que j'ai oublié comment il s'appelle, qui lui peut vraiment être le chef, pas le barbu, le chef qui est qui pourrait clairement être dans un film des frères Safdie. C'est vraiment, tu le mets dans Good Times ou Uncut Gems, il y a pas de problème, tu vois. Et tout ce rythme après, tout dans cette comédie noire un peu propre aux frères Safdie, tout ça, qui va se suivre dans le film. Je trouve que tout est très 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 juste à chaque fois, et ça fonctionne super bien parce que ça amorce ce retour au réel. La photographie le suit, on n'est plus que dans un truc très grisaillé, même dans le rythme, tout le temps. Dans le rapport c'est soit au temps. sombre soit grisaillé, et et voilà, ça sert bien. En plus, t'as vu, j'ai remarqué, même dans le rapport au temps, ça change, parce que autant dans la première partie, quand on va être justement dans cette idylle, on va avoir beaucoup de clips show, on va avoir justement le temps qui est complètement dilaté, où on passe d'une séquence à l'autre, d'où vient le rythme, enfin le rythme où d'abord on est à Brooklyn, et puis après on va être à Los Angeles en un cut, et il s'est passé 3 jours et tout ça, alors que tac, on arrive dans la deuxième partie. Oui, pardon, Las Vegas. Et on arrive dans la deuxième partie, et tout d'un coup, là, on va rentrer dans justement un rapport au temps qui est beaucoup plus instantané.
C'est-à-dire que par exemple cette scène, on l'a su quasiment en temps réel pendant 20 minutes. Il y a une brisure de rythme total, une brisure du rapport au temps. Et du coup après justement tout le reste du film, on va être quasiment linéaire sur juste une nuit à suivre ça comme ça. Et du coup on retombe sur quelque chose de beaucoup plus matérialiste. Sur comment ton rapport aussi à l'argent et au travail change aussi ton rapport. Ce serait intéressant de voir aussi s'il y a des plans qui durent, des plans qui ancrent, comme cette scène, moi qui m'a fait peur, mais que vous avez beaucoup apprécié, qui dure extrêmement longue pour raconter finalement pas tant de choses moi, que ça. Je pas extrêmement apprécié, elle m'a interrogé, j'étais devant, je disais qu'est-ce que je regarde. Et qui amorce mais surtout retour. que en plus dans la deuxième partie, pendant qu'ils errent et tout, autant j'aimais beaucoup parce que la dynamique des personnages marche super bien et j'ai bien rigolé, j'étais bien content. Mais c'est vrai qu'il y a un truc du coup qui va soutenir encore mon propos, c'est qu'est-ce qui se passe concrètement, qu'est-ce qu'ils font. Ils rencontrent des gens avec qui ils ont tous la même discussion. Ils ne parlent que de la même chose à chaque fois. Leur rapport au travail. Quand ils parlent aux gens, quand ils vont parler au patron du magasin de bonbons et qu'ils vont voir comment les 3 potes sont employés, quand ils vont rentrer dans le restaurant et qu'ils font « Attendez, parlez pas trop fort, j'ai pas de mon travail ». La meuf qui est à l'accueil qui fait « Attendez, je suis ici que depuis 2 semaines, je suis pas sûr ». Le mec de la fourrière qui arrive « attendez, vous pouvez pas faire ça, il faut que je la rentre pour mon travail ». Ils ne parlent tous que de leur travail. Tous. Et comment ils sont hors sol, ils en ont rien à foutre de tous leurs contrats dans lesquels ils sont Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre et ils se rendent pas compte qu'à travers cette déambulation et tout, t'as tout d'un coup ce retour à la ville, à cet écosystème, aux gens qui sont là, aux gens qui justement font partie du décor et qui sont justement en train chacun de jouer leur travail dans cette action, dans cette partie-là. Et c'est pour ça que moi, c'est le cœur du film, ce dont il veut vraiment mettre la caméra. Et si je peux me permettre, c'est vrai, j'avais pas prêté attention à ce que tu dis, j'avais pas été assez attentive, mais ça m'interpelle parce qu'il y a aussi une scène, moi, qui je trouvais l'une des plus intéressantes dans le film, c'est lorsqu'ils vont au tribunal et qu'en fait, ils sont totalement corrompus parce que eux, ils sont vraiment au-dessus de les lois parce qu'ils ont un avocat. Les oligarques ont un avocat russe. Donc, en gros, la première fois qu'ils vont au tribunal, là, quand ils arrivent tous en voiture, et puis que finalement, l'avocat leur dit « Ah bah non, on peut pas... Ils sont mariés à Vegas, faut aller là-bas. » Voilà, faut aller à Vegas. Donc, c'est un peu les aléas qui font que finalement ils seront pas au-dessus des lois, mais ça montre à quel point en fait ces gens peuvent faire totalement ce qu'ils veulent, briser la vie des gens, et eux ils auront jamais aucun impact, ça aura jamais aucun impact sur leur vie. Non, il y en a vraiment jamais aucun. Et puis en plus tu vois comment il y a ces 3 hommes de main, en particulier le personnage principal des hommes de main, je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé, celui qui fait le baptême au début et puis après qui va être celui dont je parlais. Exactement, celui dont tu parlais, qui est le leader un petit peu. Tu vois comment pareil, lui il est un petit peu dans cet entre-deux où il parle au nom justement de la classe supérieure des bourgeois là, et des oligarques et t'as une classe sociale, et comment justement lui il va se faire du coup leur interprète, et du coup va essayer de rétablir leur pouvoir à eux, et il a cette pression parce qu'il les représente et parce que il a peur d'eux, il les voit comme des dieux presque. Et comment en fait petit à petit tu te rends compte que le gars fait partie lui aussi d'une classe assez basse, parce que petit à petit lui il redevient justement dans les liens qu'il a avec eux, et dans comment à la fin il arrive et qui bonjour, j'aimerais vous dire merci de tout ce que j'ai pu faire pour vous, et tu vois comment il se rabaisse face à eux et tout ça. Tu vois comment justement cette pression de ces 2 personnages qui sont les 2 Dark Vador du film qui arrivent autour de ça, et qui ont une mainmise de base dans les relations entre les personnages autour de ça. C'est très efficace pour montrer les hiérarchies. C'est que quand ce gars est avec Alora, il est le chef techniquement. Il arrive à la ligoter, il fait les décisions, etc. Il est très autoritaire. Quand il est avec les parents de Vanya, il est forcé à immédiatement arrêter son baptême. Et en plus, c'est un orthodoxe russe. Donc c'est devant toute sa famille. C'est comme donc si nous, les Français, on ne devait pas prendre de café le matin, tu vois. C'est rigolo. Non, mais c'est tellement pas rigolo que c'est rigolo. Je sais. Mais merci. donc, il est complètement impuissant face à ces gens-là. Et ainsi, il y a... Et je suis très content qu'ils disent jamais ça à haute voix. Mais ça montre véritablement comment il y a une part de la population qui doit ramasser la merde des erreurs des plus grands, et qui sont au final
pas des esclaves, mais des néo-esclaves d'une certaine manière, au fait qu'ils sont complètement indépendants et ils n'ont pas véritablement de liberté. Leur liberté est complètement dictée et morflée par par cette hiérarchie induite. Induite. Par cette hiérarchie induite, c'est-à-dire que personne, parce que tout le monde les considère encore une fois comme ces êtres supérieurs un petit peu qui sont amenés, parce que c'est eux qui ont tous les pouvoirs et qui peuvent tout se permettre. Et on a vu que du coup leur rapport, eux, comme Vania, leur rapport au réel est complètement déglingué. Et alors qu'à l'inverse, à quel point ces gens, ces petits employés, déjà, sont des miettes sur leur échiquier. Et que pour eux, juste perdre un travail, c'est tout perdre. Exactement. Et donc là, à ce moment-là, on parle évidemment, comme on disait, de rapport au travail, donc de rapport à la classe. Et du coup, encore plus, on reboucle avec Anora le rapport au corps et le rapport au travail. C'est-à-dire que comment son rapport au travail, c'est aussi son rapport au corps. C'est pour ça qu'elle fait ce craquage à la fin, où quand enfin un homme qui lui demande un instant de sincérité, de s'embrasser, parce qu'il a envie de l'embrasser, et ben en fait, elle sait pas faire. Elle sait pas faire ça. Exactement. Et du coup, c'est à quel moment le travail s'arrête. À quel moment t'es pas en relation de travail avec quelque chose, et comment justement la classe oligarque et du coup la haute hiérarchie contrôle justement l'esprit à travers son rapport au travail, et comment il va soumettre des gens dans son rapport au travail, et que donc notre rapport au travail est une clé. Et du coup, ce sera terminé par rapport à notre discussion sur Anora. On est déjà pas mal développé. On aurait pu encore le faire pas mal parce que ces sujets évoquent tellement de choses. On aurait pu parler aussi de beaucoup plus de liens entre les deux films. En fait, on est en train de vous dire qu'on aurait pu faire mieux notre travail finalement. Et oui, le rapport au travail, n'est-ce pas? Bon, bref, continuons. On se retrouvera très bientôt pour un prochain épisode d'Interséance. Si vous avez aimé nous entendre parler, laissez un like sur YouTube ou alors sur Instagram, sur asso-pratea. Vous pouvez aussi nous retrouver du coup sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Et on se retrouve très vite pour vous parler à nouveau d'un film qui nous a marqué ce mois-ci. Des gros bisous à tous. Bisous. Bisous. Bisous.